Salut à tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb. Moi c'est Yann. Et aujourd'hui on parle de La peau que j'habite. T'avais toi des boutons partout ou pas ? J'en avais, ouais. Et ouais, j'en avais comme tous les gosses. Il y en a plus sévères que d'autres. Ouais, c'est vrai. Non, j'en avais pas mal, effectivement. Ouais, c'était une période un peu chiante de toute façon quand t'es ado. Mais c'est vrai, il y en a, ils passent à travers. Hein. Il y en a qui passent à travers, il y en a qui ont de la chance. Mais bon, ne parlons pas d'acné, hein. Est-ce que t'as vu des films dernièrement ? J'ai vu des films, oui. Ouais, vas-y, raconte un peu. T'as la transition Ouais, pas mal. magnifique entre les spots et... Si on n'est pas Et des les films. professionnels. Film que j'ai vu récemment, alors oui, au cinéma, j'ai vu le dernier Mission Impossible. Ok, ça donne quoi ? Ça donne que j'étais très déçu. Ah ouais ? Ah ouais, carrément, c'était pas fou, quoi. C'est le consensus général ou pas ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, les personnes avec qui je suis allé le voir, oui, on est tous sortis de là en disant franchement, c'était pourri, quoi. C'est lequel ton Mission Impossible préféré ? Je dirais le Rogue Nation, même si je pense que je le confonds avec un autre au niveau du titre. D'abord, je vais dire celui que j'aime bien, après je vérifie le titre pour voir si c'est celui-ci. C'est celui qui se passe à Dubaï, entre autres. Je vais te faire une confidence, je n'ai jamais vu plus loin que le 2. Et apparemment, le 2, c'est le pire de la série. Ouais, de John Woo, c'est vrai qu'il a pris cher. Alors non, du coup, je reviens sur ce que je disais. Le Rogue Nation, c'est pas celui qui se passe à Dubaï, Ok, mais c'est le premier qui introduit Rebecca Ferguson. ok. Et celui-là, je l'aime bien aussi. Elle y est plusieurs fois, c'est ça, elle ? Ouais, à partir de celui-ci, elle y est pendant un petit moment. Ok. Je te dis pas jusqu'où, je te dis pas encore combien, je te dis pas. Mais il faut que je les vois, hein, parce que j'en entends quand même du bien. Moi, j'ai toujours pensé, ouais, c'est un peu comme Fast and Furious, ils en font 1000 alors que c'est pas top, quoi. Bah, il y en a qui sont mieux que d'autres. Après, c'est toujours pareil. C'est des réalisateurs qui sont différents, c'est des histoires qui sont différentes. Il y en a qui s'adaptaient bien. Ah, le premier, j'ai adoré. Bah, c'était le renouveau du Mission Impossible, quoi. Yes. En tout cas, c'était la première version cinéma de cette franchise série. Et la série, t'as tâté ou pas ? Quand j'étais plus jeune, ouais, parce qu'il me semble qu'elle passait sur M6 à une époque. Ok. Et ouais, j'ai surtout le générique en tête, quoi, avec la mèche qui brûle et la musique. Ouais, Mais forcément. après, des épisodes, non, j'ai plus de souvenirs du tout des épisodes. Ok. Et du coup, je regardais, voilà, celui qui se passe à Dubaï, c'est Protocol Phantom. Et celui-ci, je l'avais bien aimé. D'accord. Mais voilà. D'autres films que t'as vu récemment ? J'ai vu Flo, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. exactement. Yes. Et j'ai été agréablement surpris. Ah, et top. J'ai Hein. trouvé ça fantastique. T'as aimé l'animation et tout ? Alors, j'étais pas à fond dans le graphisme. Ouais, c'est un choix, hein. C'est un choix esthétique, bien sûr, mais au début, c'est vrai que quand j'ai commencé à le lancer, j'avais vu quelques images avant, mais je m'étais dit, ouais, ok, ça faisait plus cinématique de jeu, un peu à l'ancienne, on va dire. Mais par contre, l'animation est folle. Ouais. T'as vraiment l'impression de regarder des animaux, que ce soit le chat quand il bouge, ou le chien, ou les oiseaux, ou cette espèce de ragondin. Je sais pas, t'as un espèce de feeling animal qui se dégage bien de ces personnages-là. Vraiment. Ça marche super bien. Après, j'ai été bluffé au niveau des environnements. C'est vraiment le type d'environnement dans lequel je me sens bien. Ouais. Ouais, dans n'importe quelle offre, quelle qu'elle soit. Ah, dès Que que ce t'as une soit inondation, pictural. tu kiffes. Non, pas, non, pas ça. Mais tu vois, ces espèces de ruines, tu peux pas l'identifier, de savoir d'où ça vient, de quelle période de l'histoire ça vient. Mais ça raconte un truc. Exactement. C'est riche en détails, c'est riche en plein de choses. T'as l'impression qu'il y a du vécu dans cette espèce de ville en ruine, qui est même pas des ruines en plus. Il y a très peu de ruines finalement, mais t'as des grandes colonnes gigantesques qui sortent de la flotte. Tu sais pas ce que c'est. C'est superbe. T'as des pics qui sont entourés par des escaliers qui montent très très haut dans le ciel. Ouais. Tu sais pas pourquoi. C'est trop bien. Ouais, ça suggère une histoire, quoi. Ouais, exact. Alors, au début, tu as une civilisation. Tu vois dans le film que l'humanité, elle y est plus. Mhm. Il n'y a aucune trace humaine. Et le peu qui te reste, c'est des baraques abandonnées, tu as des bouquins, tu as des choses comme ça. Ouais. Mais rien que la maison, on va dire, la baraque dans laquelle vit Flo. Donc tu vois que c'est une baraque qui a appartenu à un sculpteur. Tu as un mec qui faisait des sculptures sur bois, des sculptures de chats, entre autres. Mais rien que l'introduction du film, où au début tu vois une petite statue de chat, puis une deuxième, puis une troisième, puis après quand tu as Flo qui lève la tête et tu as une montagne qui représente un chat, moi ça m'interpelle. Je me dis, putain, c'est quoi ? C'est assez mystique ? Est-ce que c'est la main de l'homme qui a sculpté ce truc-là ? Est-ce que c'est naturel ? Toi, tu sais pas. Et quand tu rentres après dans cette baraque, où certes tu comprends que c'est un sculpteur qui fait des chats, tu te poses aussi des questions sur qui a habité là-dedans. Et après, l'introduction, c'est le seul détail que tu as où tu as une présence humaine, en quelque sorte. Après, il n'y en a plus. Et après, c'est vraiment mystique. Et là, pour le coup, c'est le genre de trip que j'aime. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc ouais, très bon film, très chouette. Et puis en plus, l'histoire qu'elle raconte, elle est sympa. C'est assez cousu de fil blanc, tu le vois arriver à 10 bornes. Mais c'est bien foutu, je trouve que pour les gosses, c'est très bien. Et surtout, après, l'imaginaire dans lequel tu peux te projeter, putain, c'est top. Moi, j'aime bien les films d'animation où ça parle pas. Ben oui, aussi. Alors c'est vrai, il n'y a aucune parole dedans. Et c'est intéressant parce que du coup, tu ne laisses place que à l'image et à la mise en scène et qu'est-ce que ça va te raconter. Donc oui, le propre du cinéma, quelque part. Yes. D'autres films sur la liste ou pas ?
Il y en a un autre aussi, c'est encore un film d'animation. J'ai regardé Predator, Killer of Killers, réalisé par Dan Trachtenberg. C'est le même réalisateur qui avait fait Prey juste avant. Et c'est celui-ci aussi qui va faire Badland, je crois, qui est encore un spin-off ou une autre histoire de Predator. Mais en tout cas, ouais, première adaptation, en tout cas que j'ai découvert en animation, Ouais. de notre créature singulière qu'on aime bien. Et putain, c'était cool. En gros, c'est les Predators qui vont sur Terre pour aller chercher les meilleurs combattants, pour les ramener sur leur planète à eux. On présume en tout cas que c'est leur planète, pour faire comme une espèce de jeu de cirque, tu sais, comme à l'époque des Romains. Ah ouais. Donc voilà, le meilleur des Predators va se battre contre les meilleurs guerriers terriens. Ah ok. Donc ils vont les chercher. Mais ils vont les chercher pas que en des lieux différents, mais aussi en des époques différentes. Ah oui. Le premier, c'est à l'époque des Vikings, Ok. et c'est une femme viking qui ramène. Le deuxième, c'est à l'époque du Japon féodal, Ouais. où ils vont ramener une sorte de samouraï slash ninja. Et le troisième, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont chercher un aviateur américain. Ok. Et c'est top. Parce que du coup, tu as des cultures différentes, tu as des arts de combat différents, tu as des mentalités différentes. Et ces trois mecs vont se retrouver à affronter le big boss des Predators, qui a D'accord. une gueule de ouf. Putain, il déchire le design de la créature. Ok. Et les histoires de ces trois personnages sont bien écrites. J'ai trouvé ça assez fou. Les phases d'action sont chouettes. Ça bastonne bien. C'est même assez violent. Du coup, ça change un peu. Tu sais, des films d'animation, des fois, tu te dis, ah ok, je m'attendais pas à ça. Et là, ils y sont allés à fond. Et donc, ouais, un très bon Predator. Très bien, bah ça m'intéresse, tu vois, du coup. Franchement, vas-y, ça vaut le coup. Je vais le mater. Ça vaut le coup. Très bien. Bah écoute, on passe à la piel qui habito. Vamos a la playa, señor Zorro. Cinéma anonyme. Bon, c'est bientôt l'été. Oui. On a le retour des oiseaux de merde autour Oui. de nous. Normalement, c'est le printemps. Là, ils ont fait un séjour prolongé. Ouais, mais ça va pas nous empêcher de faire la fiche technique. Pas du tout. Tu nous lances? En avant, Allez. la piel qui habito, on va dire ça jusqu'au bout parce que c'est plus joli déjà que la peau que Oui. j'habite, qui est pas terrible. Et puis tu disais qu'apparemment le titre français n'était pas traduit. J'ai trouvé des traductions françaises du titre. Voilà. Je dirais que oui. Ok, Bon, ça veut rien dire ce qu'on a dit, mais allons-y. allons-y. Thriller psychologique espagnol d'1h57, sorti en 2011. Ce film est le 20e long métrage d'un des réalisateurs les plus emblématiques du cinéma moderne, Monsieur Pedro Almodóvar. Cinéaste profondément enraciné dans l'effervescence de la movida madrileña, son œuvre a permis de redéfinir les codes du cinéma espagnol et d'influencer durablement la scène internationale. Alors, rapidement, la movida madrilène est un mouvement culturel qui a émergé au sortir de la dictature franquiste au début des années 80. Elle se caractérise par un bouillonnement artistique et un regain de liberté dans tous les domaines. Musique, cinéma, art visuel, mode et littérature. Ce phénomène naît autour de Madrid, d'où son nom, est le reflet d'un désir de rupture avec le passé conservateur pour embrasser une ère de modernité et d'expérimentation. La jeunesse espagnole de cette période a engendré une vague de créativité et d'expression individuelle, posant ainsi les bases d'un renouveau culturel qui a profondément marqué la société espagnole. Intéressant. C'est un peu aussi ce que tu retrouves dans l'histoire de l'art de manière générale. Ouais. Quand tu as un état A et que tu passes à un état B, c'est là où tu as de l'effervescence, où tu as les gens qui changent et qui proposent pas mal de choses, et notamment les expressions artistiques sont les premières à être impactées, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est par rapport à ces traits-là que tu vas développer de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Effectivement, alors j'ai peut-être pas vu assez de cinéma espagnol, on va dire, avant 1980 et au-delà, mais c'est vrai que c'est un mouvement que l'on a souvent entendu. En tout cas, pour Pedro Almodóvar, ça rentre typiquement dans son type de cinéma. Yes. Bah après, c'est logique. Les artistes trouvent une liberté nouvelle C'est et se permettent plus de choses. J'imagine que sous Franco, ça devait pas être la même. Yes. Donc on va revenir sur notre réalisateur. Au travers de ses films, Almodóvar explore avec audace des thématiques complexes telles que le désir, la sexualité, la famille, la maternité ou encore l'identité, bousculant ainsi les conventions sociales et culturelles. Son style visuel facilement reconnaissable se traduit par l'usage de couleurs vives et saturées, de décors et costumes minutieusement travaillés et d'une esthétique proche du monde théâtral. Donc on est pile poil dedans avec la piel Cabito. Absolument. Ce goût du détail et cette recherche de l'excès visuel, en plus de surprendre le spectateur, appuient davantage le propos des thématiques abordées, l'intensité des émotions ou encore l'oscillation entre le pathétique et le burlesque, deux points marquants dans l'univers du réalisateur. Et là aussi, on est dedans. Je sais pas si tu es au courant, mais est-ce que c'est un gars qui est militant? Alors, de ce que j'ai lu, déjà, il est homosexuel. Et c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour la communauté LGBT. Mhm. Je sais aussi, de ce que j'ai pu découvrir sur lui, qu'il a beaucoup participé au combat contre le sida et les choses comme ça. Ouais. Après, est-ce qu'il est militant autrement? C'est-à-dire, tu entends politique par là? Ouais, voilà, mais ça répond déjà pas mal à ma question, hein, qu'ils soient impliqués dans certaines actions sociales. C'est le cas. Après, au niveau politique, je ne sais pas. C'est moi qui parle, hein, je m'appuie sur aucune source. Mais je pense que oui, encore une fois, c'est un artiste à 100%.
plus qu'un réalisateur. Enfin, en tout cas, c'est un mec qui expérimente beaucoup de choses, ça se voit. Je pense que par rapport à son discours dans son cinéma, il doit y avoir des critiques politiques plus appuyées qu'on le pense. Ok. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un thème qui surgit de ce film, on en parlera. Ok. Mais justement, le fait que tu me dises ça, j'ai l'impression que ça appuie bien ce que moi j'ai pu penser en regardant le film, en tout cas, quoi. Ok. Ce cinéma des contrastes se décline également dans la complexité narrative de ses scénarios. Souvent empreints de métaphores et d'allégories, ils invitent le spectateur à une lecture multiple et subtile des rapports entre les personnages, révélant des vérités sur la société contemporaine, sur les tensions entre les conventions et sur l'émancipation individuelle. De l'humour irrévérencieux mêlé à une mélancolie sincère, chaque œuvre est un voyage dans l'âme humaine, porté par une narration originale et décalée. Et au cœur de son processus créatif, la collaboration avec de nombreux acteurs récurrents comme Antonio Banderas, que l'on va découvrir dans quelques minutes, ou Penélope Cruz par exemple, qui a collaboré 7 fois avec Almodovar, illustre l'harmonie qui règne entre son univers artistique et les talents qui l'animent. Et je rajoute, si je peux me permettre, Marisa Paredes, Oui, qui a fait pas mal de ses films aussi. 5, mais j'allais y venir un peu plus tard. Excuse-moi de t'avoir coupé pour No dire des problemo. choses que tu allais dire. Le résultat de cette alchimie va donner naissance à certains films comme Tout sur ma mère en 1999, Parle avec elle en 2002 ou encore Volver en 2006, qui en plus d'avoir rencontré un succès critique mondial, ont également ouvert des perspectives inédites en abordant des sujets tabous avec sensibilité et justesse. D'autres films marquants peuvent compléter la liste, en commençant par son tout premier long métrage officiel, Pepi, Lucci, Bom et autres filles du quartier, sorti en 1980. Femme, sacré titre, hein. C'est l'auberge espagnole. Femme au bord de la crise de nerfs en 1988, Talon aiguille en 1991, La mauvaise éducation en 2004 ou encore La chambre d'à côté en 2024. Dernier projet d'une filmographie qui s'élève à 25 films jusqu'ici, récompensés pour l'ensemble par 52 prix dans les festivals à travers le monde. Tu en as vu combien de ces films, tu penses? J'en ai vu de ceux qui sont cités ici, aucun malheureusement. D'accord. Mais moi, je découvre Almodovar. C'est vrai? Ouais. Donc, je te remercie pour ça, déjà. De rien. Réalisateur hyper intéressant. Notons aussi, pour ne pas dire surtout, que l'œuvre de Pedro Almodovar met en lumière des femmes qui, face aux épreuves et aux tragédies qu'elles rencontrent, tirent leur force des liens qui les unissent. Des personnages féminins forts, incarnés entre autres par Carmen Moura, 8 collaborations avec le réalisateur. Cecilia Roth, 8 collaborations également. C'est la seule d'ailleurs qui n'est pas espagnole, qui est argentine. Chus Lampreave, 8 collaborations encore. Ah, le fameux Chus. T'es con. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. L'incroyable Rossi de Palma, 8 collaborations toujours, elle aussi. Juliette Soreno, 7 collaborations. Kitty Manver, 6 collaborations. Marisa Paredes, 5 collaborations. Ouais, donc, je l'ai déjà dit, ça. et oui, bien merci Yannick. Ou encore Victoria Abril, avec 3 collaborations pour elle, qui forment, avec Penélope Cruz précédemment citée, le groupe d'actrices surnommé affectivement les Chicas Almodovar. Et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est un peu les James Bond Girls, quoi. Bah ouais. Mais du réalisateur. Et pour aller un petit peu plus loin, le réalisateur, en plus de son affection pour certains interprètes, affirme qu'il ne crée pas ses personnages en se basant sur des acteurs prédéfinis, mais qu'il ajuste ses rôles après le casting pour qu'ils reflètent fidèlement la personnalité de chacun. Pour lui, son travail est comparable à un miroir pour les acteurs, un miroir qui ne peut mentir, et en ce sens, on pourrait presque le rapprocher d'un cinéaste qu'on aime bien ici, celui de John Cassavetes. Ça veut dire qu'il adaptait le rôle à l'acteur qui allait l'incarner? Disons qu'il réécrivait, je pense, certains dialogues pour qu'il colle plus à l'acteur, plus qu'au personnage que lui a écrit. C'est fou, ça. Ben, je trouve qu'en fait, c'est bien. C'est encore une fois, et pour reprendre le terme de Hugo, c'est un art collectif. Et c'est tellement vrai. Le réalisateur, certes, il est là pour faire son boulot, mais il le fait avec d'autres gars. Et si tu t'accordes bien, tu fais un meilleur film. Plutôt que si tu restes sur une idée arrêtée de comment ton personnage doit réagir. Si derrière, il est interprété par quelqu'un qui n'y arrive pas, qui va devoir se forcer, peut-être que ça marchera moins bien. Ouais, mais j'imagine qu'il y a des auteurs qui sont complètement contre cette approche-là, quoi. Effectivement. Ils disent mon personnage, c'est mon personnage. Si tu n'es pas capable de l'interpréter ou si il te va pas, c'est que t'es peut-être pas la bonne personne pour. C'est Et vrai. en fait, tu altères ton histoire. Mais bon, peut-être que pour lui, en fait, ce sacrifice-là valait le coup pour que les acteurs soient ceux qu'il voulait, quoi. C'est vrai. C'est intéressant. J'ai vu aussi qu'il a l'habitude d'écrire ses films en commençant avec une scène importante qui se place souvent vers le milieu du film et après à broder à partir de là. Ok. Enfin, et au-delà de la simple mise en scène, Almodovar s'est aussi imposé comme un auteur engagé en fondant sa société de production El Diseo. Putain, cet accent que j'ai balancé. On va le garder pour le kiff, quoi. Oui, après les films coréens et tout ça, on part dans l'espagnol. C'est pas évident. El Diseo, je sais pas trop comment on dit. C'est très bien comme ça. En fondant sa société de production El Diseo, il a pu mener une carrière libre, sans contrainte, lui permettant ainsi d'explorer pleinement ses idées et d'offrir au cinéma un espace où la passion, la provocation et l'émotion brute se rencontrent. Aujourd'hui, son œuvre continue d'inspirer de nombreux réalisateurs et influence les discours culturels et sociaux sur la condition humaine, la liberté d'expression et l'amour sous toutes ses formes. Ok.
Et je trouve qu'on retrouve justement un petit peu tout ça dans ce film. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour toute la folie d'Almodovar, parce que je trouve qu'il est quand même assez clean, ce film. Tu vois, en termes de couleurs, c'est pas le plus criard de tous. Non, c'est clair. Ça sort pas de l'ordinaire. Non, il y a quand même des couleurs qui reviennent, comme le bleu, le rouge, parce que c'est des couleurs qui sont assez chères à ses créations. Mais il y a d'autres films dans les années 90 qui sont 10 fois plus criards en termes de couleurs. Ok. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Il partage sa vie avec un homme depuis des années et des années, depuis des décennies même, sauf que tous les deux n'habitent pas dans la même baraque. Almodovar, il a son appart, et son mec, il a un appart, mais à la rue d'à côté. Mais ils n'ont jamais habité ensemble. Ils habitent chacun dans leur appartement. Très bonne idée. Je trouve, quelque part, je me dis qu'après tout, c'est peut-être ça aussi le secret du bonheur. Bah, ça dépend pour qui. Hein. Et ça dépend aussi pour quelle raison. Tu vois, je pense qu'un créateur, quelque part, si tu as ton espace à toi, c'est bien, plutôt que si tu. Pourquoi qu'après, ça dépend. Après, ça peut être ton bureau. Hein. Ça marche aussi. Ça peut être ton bureau, mais après, tu peux aussi avoir des coups de génie, justement, en parlant avec les personnes qui t'entourent. Et en l'occurrence, faire vivre ta créativité par ta vie de famille, par ta vie sociale. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez fun de voir que les deux hommes, ils habitent pas si loin l'un de l'autre, mais qu'ils n'ont jamais emménagé l'un avec l'autre. Mais je suis sûr qu'il y en a plus que ce qu'on croit. Ouais, ces gens-là, ils ont peut-être tout compris. Ça marche comme ça. Effectivement. Ils ont besoin de leur petite liberté à eux, et après, ils se retrouvent quand ils ont envie. Tant que les gens sont heureux, c'est le principal. Et voilà. On va reprendre avec le staff. Allez. Au scénario, on retrouve une fois de plus Pedro Almodovar et son jeune frère, Agustín Almodovar, qui, en plus de filer un coup de main à l'écriture, est également producteur associé sur la totalité des films de Pedro. Depuis Pepi, Lucci, Bom et Autres filles du quartier en 1980, je le répète, c'est un titre rigolo, jusqu'aux productions les plus récentes. Il apparaît aussi en tant qu'acteur et ou assistant réalisateur dans certains métrages de son aîné, comme Matador en 1986, La Loi du désir en 1987 et d'autres films précédemment cités. D'accord. Mais Agustín n'est pas exclusif à son frère, puisqu'il produira entre autres Action mutante en 1992, le tout premier film d'Alex de la Iglesia, que nous avons croisé sur Le Crime Farpé, notre 6e épisode du podcast, et Les Chines du Diable en 2002, le 3e film de Guillermo del Toro. Et pour terminer avec le scénario, La Piel qui habito est librement inspirée du roman Migale de Thierry Jonquet, paru en 1984, et Des yeux sans visage de Georges Franjou en 1962, une inspiration majeure pour Pedro Almodovar qui avouera lors d'une interview être l'un de ses films préférés qu'il connaît par cœur. Et pour les chauvins, Migale et Les yeux sans visage sont toutes deux des œuvres françaises, donc Cocorico. Oui, avec Pierre Brasseur. C'est vrai ? Ouais, Les yeux sans visage. Tu vois, je me rappelais plus que c'était lui. Tu l'as vu, Les yeux sans visage ? Non, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu il y a quelques années. C'est le genre de film que j'aime bien. Un peu plus gore, hein, il me semble. Alors, c'est pas qu'il est plus gore. Un peu plus catégorie horreur. Alors, on va dire oui par rapport à l'esprit du cinéma français de cette époque-là. Quand tu le regardes aujourd'hui, c'est pas un film qui fait peur. Surtout par rapport à La Piel, quoi. La Piel, c'est pas, y a pas d'horreur, quoi. Donc l'horreur, elle est pas physique et elle est pas comme on l'entend. Pour moi, c'est plus de l'horreur psychologique. Mais Les yeux sans visage, à part la scène de fin où ça peut être un peu choquant parce qu'on voit des choses, je pense notamment à ce qu'il y a derrière le masque. Mais après l'histoire, j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas lu Migale, mais je trouve effectivement que La Piel qui habito est très proche des yeux sans visage. J'y reviendrai un peu plus tard. Ok. Au montage, c'est pour José Salcedo, qui a collaboré avec Pedro Almodovar sur 11 de leurs films, remportant au passage 2 Goya pour Femmes au bord de la crise de nerfs et Tout sur ma mère. Ah, Rossé. Rossé. L'un de mes rappeurs préférés. Sauf que toi, c'est avec un R, ça, c'est avec un J. À la musique, c'est Alberto Iglesias, compositeur sur plus de 45 productions cinématographiques. Il entre dans la grande famille de Pedro Almodovar en 1995 sur le film La fleur de mon secret, devenant ainsi son compositeur attitré. Il comptabilise à ce jour 11 Goya de la meilleure musique originale, dont 5 pour les œuvres de ce dernier. Frère de Enrico ou pas? À la photographie, c'est pour José Luis Alcaín. Ah, José. Je tiens à m'excuser auprès de tous les José de l'univers à cause de ces mauvaises blagues. Donc, un énième proche d'Almodovar qui, d'après Brian De Palma, a cette capacité de pouvoir sublimer la beauté d'une actrice et qui décrochera le prix Vulcain de l'artiste technicien pour La Piel qui habito, justement. Donc, apparemment, un mec qui connaît son taf, quoi. Ouais. Au décor, c'est Anchon Gomez. J'ai pas grand-chose à raconter sur cet homme-là. Ouais, en plus, je peux même pas faire Ah, Anchon. Pourquoi ? Parce que j'en connais pas d'autres. Et enfin, au costume, là aussi, on a un grand qui vient de sortir. C'est monsieur Jean-Paul Gaultier, grand couturier français connu dans le monde entier. Il est le créateur du fameux corset au bustier conique porté par les chanteuses Catherine Ringer d'Erita Mitsuko et Madonna dans les années 80-90. De nombreuses tenues plus belles que sexy pour Mylène Farmer et habillera d'autres artistes musicaux comme le groupe Nirvana en 1993, Depeche Mode en 97 et Kylie Minogue sur sa tournée de 2008, pour ne citer que. C'est lui l'auteur du steak haché sur la tête de Lady Gaga ou pas? Non.
Ah, ça, je sais pas du tout. Non, mais tu sais quoi, tu me poses une colle, franchement, j'en sais rien. Ça pourrait. Alors, je pense pas parce que lui, il a barbac, je pense pas que ce soit son. Non, mais c'est vrai, je pense pas que ce soit. J'ai jamais vu d'autres costumes. La barbac. Bah oui, Non, ouais. Mais je ne pense pas que ce soit Jean-Paul Gaultier. Ok. Mais quoique, tu me diras pourquoi pas en fait. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait habillé Nirvana. Ah. Oh, tu m'écoutes quand je parle ou quoi? Oui, non, je réfléchis aussi à dire des conneries. Non, Nirvana, en même temps, j'ai jamais vraiment remarqué leur style vestimentaire comme quelque chose d'extraordinaire. Exactement, d'où le fait que quand j'ai commencé à lire ça, je dis mais genre. Genre son cardigan, là, c'est Jean-Paul Bah ouais, Gaultier, c'est ça, non, il doit y avoir des costumes particuliers. Oui, dans des clips ou quoi, je sais pas. C'est ça. Et c'est un truc que je devais regarder et que j'ai pas fait parce que flemme. Et surtout, j'ai pas eu le temps ces derniers jours, mais ouais, là, je regarderai. Et si j'ai des compléments d'infos, je les mettrai plus tard. Alors, entre parenthèses, c'est pas que je t'écoute pas, c'est que des fois, je relève un truc que t'as dit, donc je réfléchis à ce que t'es en train de dire, et ce qui arrive après, ça m'échappe. D'accord, très bien. Pour ce qui est du cinéma, Jean-Paul Gaultier a déjà œuvré sur bon nombre de projets, puisqu'il est à l'origine des costumes des films Le Cuisinier, Le Voleur, Sa femme et son amant, de Peter Greenaway en 1989, là aussi titre assez balèze. Ah, tu vois, Le Cuisinier. Tu connais ce film? Non, mais c'est pas là la genèse du steak haché? Non, je pense pas. Par contre, je te conseille de le regarder, et surtout les films de Peter Greenaway, parce que c'est plus un artiste qu'un réalisateur. D'accord. Et c'est très pictural comme film. Et Ça vaut le coup celui-ci, ouais, franchement, ça vaut le coup. Un des meilleurs, je trouve, c'est Meurtre dans un jardin anglais. Donc ouais, je te conseille ces films-là. Très bien. Revenons sur Jean-Paul. Ma vie est un enfer de Josène Balasco en 1991, La cité des enfants perdus de Jeunet et Caro en 1995, Le cinquième élément de Luc Besson en 1997, et interprète son propre rôle dans Prêt-à-porter de Robert Altman en 1994, Absolument fabuleux de Gabriel Aguillon en 2001 et Absolutely Fabulous de Mandy Fletcher en 2016, film britannique tiré de la série éponyme dont est inspiré Absolument fabuleux de 2001. Sacré bordel. Ouais, série que j'adore d'ailleurs. C'est vrai? Série anglaise, Je connais j'ai pas tout du tout. vu, c'est top. Et ben il y a Jean-Paul qui est dedans. Bah écoute. Mais La Piel qui habito n'est pas la seule collaboration avec Pedro Almodovar, puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur Kika en 1993 et se retrouveront de nouveau sur La mauvaise éducation en 2004. D'accord. Et maintenant, la distribution, avec dans le rôle de Roberto Ledgar, Antonio Banderas. Alors attention, gros morceau. Acteur sur près de 90 films, il est l'amant de Tom Hanks dans L'incroyable Philadelphia de Jonathan Demme en 1993, le vampire Armand aux côtés de Brad et Tom dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan en 1994, le mariachi qui emballe la sublime Salma Hayek dans Desperado de son grand ami Robert Rodriguez en 1995 et sa suite en 2003. Il croisera la route de Stallone, d'abord en tant qu'ennemi dans Assassin de Richard Donner en 1995, puis en tant qu'allié dans Expendables 3 de Patrick Hughes en 2003. Il incarne aussi le Che aux côtés de Madonna dans Evita d'Alan Parker en 1996, Zorro auprès de la magnifique Catherine Zeta-Jones dans les deux films de Martin Campbell respectivement en 1998 et 2005, sans oublier le 13e guerrier dans le film du même nom de John McTiernan en 1999, et bien d'autres collaborations prestigieuses avec Jean-Jacques Hano, Steven Soderbergh, Brian De Palma, Terrence Malick, etc. Je pourrais encore continuer la liste comme ça pendant 1 heure sans problème, mais pour en revenir à l'acteur, le type a un charisme de fou. Il chante, il danse, il se fight autant à main nue qu'avec des guns ou une épée, à l'image du Chapeauté pour qui il prête sa voix dans 3 films de la saga des Shrek et ses spin-offs, ainsi que les films Le Chapeauté 1 en 2011 et le superbe Le Chapeauté 2, La dernière quête en 2022, dans lequel il retrouve Salma Hayek une fois de plus, et atteindra, pour ma part, son statut de légende absolue en incarnant le pirate Steak Barbare dans Bob l'éponge le film, un héros sort de l'eau en 2015. Oui, monsieur. Et franchement, devant Antonio Banderas avec la grande barbe en pirate, c'est top. Franchement, ça déchire. Qui donne la réplique à Bob et à Patrick, c'est génial. La ref immortelle. Regardez ce film, c'est génial. Après, il a fait aussi les Spy Kids, etc. Il a fait beaucoup de films pour les gamins. Okay. Ça, c'est notamment avec Robert Rodriguez. Mais plus sérieusement, la vie d'Antonio Banderas ne serait pas la même sans Pedro Almodovar, puisque c'est en incarnant le personnage de Sadek dans Le Labyrinthe des Passions en 1982, son tout premier rôle, puis celui d'Angèle dans Matador en 1985, que sa carrière d'acteur va percer. Tous deux travailleront ensuite sur 8 projets au total, dont Douleur et gloire sorti en 2019, film quasi autobiographique pour le réalisateur, dont la prestation de Banderas, alter ego d'Almodovar, sera récompensée par le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Et la crevette sur la paella, mec, Antonio Banderas a un parfum qui porte son nom, commercialisé par la compagnie Puig. Qui sent la paella. Ça, je sais pas. Ou le gazpacho. Non, je sais pas. Et on va arrêter les blagues racistes sur les Espagnols. Je présente toutes mes excuses à la population hispanique du monde. Moi non. Dans le rôle de Veracruz, qui n'a rien à voir avec la région à l'est de la République mexicaine, ou le film de 1954 de Robert Aldrich, qui est un western d'ailleurs, Veracruz qui est ici le personnage féminin du film,
interprétée par l'actrice Elena Anaya. Yes. Avec une carrière de 41 films, principalement des productions espagnoles, on a pu la voir dans 100 nouvelles de Dieu en 2001 avec Victoria Abril et Penelope Cruz, Le pas terrible Van Helsing en 2004 avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale, dans Jacques Mérine, L'instinct de mort en 2008 avec Vincent Cassel, À bout portant en 2010 avec Gilles Lelouch, Roche Dizem et Gérard Lanvin, et est aussi à l'affiche de Rifkin's Festival de Woody Allen sorti en 2020. Elle apparaît dans le clip Sexy Back de Justin Timberlake. Ça, c'est cadeau. Ok. Mais c'est avec sa prestation dans La Piel qui habito qu'elle décrochera en 2012 le Goya de la meilleure actrice, tout à fait légitime au vu de la performance qu'elle envoie ici. Et voilà. Ouais. Excuse-moi si tu l'as dit déjà, mais Ouais. elle joue dans Mérine aussi. Oui, je l'ai dit. Ok. Très bien. Elle joue aussi avec Viggo Mortensen dans le film Capitaine à la Triste en 2006. D'ailleurs, pour la petite info, il y a aussi l'actrice Adriana Gil qui joue la maman dans Le Labyrinthe de Pan. Ok. Et c'est sur ce film, je crois, qu'ils se sont rencontrés tous les deux et ils sont depuis l'un avec l'autre, quoi. Ils sont pas mariés, mais ils vivent en union libre. Est-ce qu'ils vivent séparément Ouais. Ça, je sais pas. Et pour la suite de la distribution, on va aller un petit peu plus vite, en commençant par Marisa Paredes, que l'on a déjà cité un petit peu plus tôt, qui interprète le rôle de Marilia. Très bien dans ce film d'ailleurs. Très très bien dans ce film, effectivement. On a aussi Gian Cornet, qui interprète le rôle de Vincente, Blanca Suarez dans le rôle de Norma, Roberto Alamo dans le rôle de Zeka, Barbara Leni dans le rôle de Christiana et Suzy Sanchez dans le rôle de la mère de Vincente. El Tigre. El Tigre. Ce passage aussi, il est fou. Hein. Ça, c'est... Très joli costume d'ailleurs. Ah oui, Jean-Paul Gaultier, là, il s'est surpassé. Là. Et pour terminer, un petit tour par le budget. Avec une estimation de 10 millions d'euros en entrée, le film en rapportera plus de 33 millions à sa sortie. x3, c'est un succès, non? x3, c'est un succès. Donc voilà pour la fiche technique. Yes. Alors on va commencer par la question classique. Vas-y. Est-ce que tu as aimé ce film, Yannick? J'ai kiffé ce film. Est-ce que tu connaissais ce film avant? Ah non, pas du tout. Non, et en plus, comme tu dis, c'est donc le premier de Almodovar que tu as vu. Voilà, c'est ça. Alors, je l'ai vu 2 fois. Ouais. Bien sûr, comme d'habitude. Ok. Je peux te dire que mon premier visionnage, ça m'a foutu dans un malaise assez singulier. D'accord. C'est un malaise qui est lié à quoi? La morale? Ou c'est quelque chose de plus viscéral? Alors déjà, la première partie du film, donc on sait pas exactement ce qui se passe, mais quand c'est révélé, oui, ce qui est vraiment en train de se passer, oui, je crois que c'est surtout le vol d'identité, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a affecté autant, mais vraiment, viscéralement, j'ai rarement du dégoût devant un film. Tu vois, mais pas du dégoût, genre j'ai envie d'éteindre, c'est pas un bon film. Voilà, j'étais pas écœuré, mais je sentais du dégoût pour ce qui était en train de se passer à l'écran. Quoi. D'accord. Mais bon, moi, tu sais, quand il y a une réaction viscérale à un film, moi, je trouve que quoi qu'il arrive, c'est bon. Quoi. Ouais. Quand t'as très peur, c'est bien. Quand t'es ému, c'est bien. Là, c'était une nouvelle émotion pour moi, tu vois. Alors, j'ai eu du dégoût, par exemple, devant Requiem for a Dream. Mais c'est parce que, aussi, Requiem for a Dream, j'y ai pensé un peu, tu vois, j'ai fait un peu le parallèle entre les deux films, qui sont très différents. Hein, mais c'est surtout au niveau de la réalisation où Requiem for a Dream, ils te mettent tout dans la gueule. Même au niveau de l'image et tout, c'est pas forcément très beau. C'est même crade des fois. C'est nerveux. Ça essaye de te rendre mal à l'aise. Quoi. En plus, c'est dans un univers de junkie. Donc, quand t'as des actions un peu speed et tout ça, ça va avec les bads et les mauvais trips de ces gars-là. Mais je crois qu'aussi le monde chirurgical, ça aide pas à ça, tu vois, au malaise. C'est vrai, mais pour le coup, le monde chirurgical, il t'est pas montré de manière frontale. Tu as quelques phases, mais il y a très très peu de plans où tu as vraiment la manipulation de la peau ou vraiment des phases où tu es dans un bloc opératoire. T'en as quasiment pas en fait. C'est qu'au début, quand tu vois qu'il manipule un peu la peau. Alors on y reviendra sur cette scène justement, tu vois qu'il manipule la peau mais pas sur le corps. Non, sur un mannequin. Exactement. Donc tu comprends en fait par cette scène-là l'aboutissement de son travail. Ouais. Tu vois en fait que c'est les prémices de ce qui va advenir dans le film. Mais c'est surtout, je trouve, un très bon moyen, justement, de t'expliquer les choses sans te mettre des mots. Et sans te mettre des images gore. Exactement. On va en reparler de la mise en scène dans le film, parce que je trouve que c'est le point fort. C'est limpide, c'est clair, il y a besoin de rien de plus. Du coup, ça va très très vite. Et c'est grâce à la mise en scène que le film évolue. Et je pense qu'on va rejoindre un petit peu ce que tu vas dire. Parce que moi, la première fois que j'ai vu le film, pareil, j'ai ce souvenir, j'ai vu le film il y a quoi? Il y a plus ou moins une dizaine d'années. Mais j'ai ce souvenir que... À la fin du film, j'ai arrêté le film et je me suis dit, là, j'ai pris un coup de poing. Ça m'a fait cogiter, tu vois. C'est à un moment donné, je me suis posé en me disant, ok, est-ce que je suis d'accord avec les personnages du film? Est-ce que je ne le suis pas? Et pour quelle raison? Et il y a tout ça qui m'a un peu travaillé. Et c'est un film de narration, en fait. Ouais, écoute, ça, on va en parler peut-être un peu après sur la position morale de chaque personnage, qui est intéressante. Exact. Et surtout que sur mon deuxième visionnage, j'étais plus catégorique dans mon jugement. D'accord. On y viendra sûrement. Mais en tout cas, ça m'a fait ressentir quelque chose de... un peu de dégoût que je connaissais pas. Ok. Et c'est un bon point. C'est un bon point.
Déjà, alors je me rends compte de plus en plus que j'adore les films en espagnol. C'est chouette, hein. Ouais, c'est une chouette langue. Déjà, oui, très. Après, ils ont un jeu très particulier, quoi. Mais clairement. Des fois, t'as l'impression que ça sort un peu du naturel et qu'ils en font peut-être un petit peu trop. D'accord. Mais en même temps, je connais pas assez la culture espagnole pour pouvoir dire ça, c'est pas naturel ou ça l'est ou quoi. Mais je ressentais un peu ce que j'ai ressenti dans La Casa de Papel, par exemple. Où des fois, je trouve qu'ils en font un poil trop, quoi. Genre, par exemple, le personnage de Zeka, il est over the top, mais clairement. il est pas subtil pour un sou, quoi. Pas du tout. Bah, il est tout l'inverse du docteur Ledgar, justement. Ouais. On en parlera de ce personnage. Mais pour compléter ce que tu viens de dire, déjà par rapport à leur phrasé, moi j'adore le cinéma espagnol et j'aime bien l'Espagne de manière générale par rapport à leur langue. Je trouve que ça débite à une vitesse de fou. C'est joli, c'est joli. Ouais, c'est beau, mais même, tu vois, c'est explosif comme langue. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est plein de vie, en fait. Et je trouve que c'est un truc qui transparaît bien dans les acteurs. Quand tu vois n'importe qui prend la parole, dans La Piel Capito, par exemple, puisque c'est le film dont on parle aujourd'hui, Marilia, quand elle parle, tu sens qu'elle est pleine de... Elle est pleine, quoi. Voilà, elle a quelque chose en elle, tu vois, il y a quelque chose dans ces personnages plus que de simples acteurs. Mais des fois, c'est vrai qu'il peut arriver un moment où je me dis qu'ils ont dépassé une certaine ligne de crédibilité. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop, mais peut-être que c'est les Hispaniques sont un peu caliente, quoi. Tu vois, mais exactement, c'est ça, tu vois. C'est maintenant que tu le dis, le mot, c'est vrai. Il y a le feu, c'est pour ça que je parle de vie, il y a quelque chose dedans, quoi. Tu parlais tout à l'heure de films norvégiens. Le cinéma scandinave aussi, c'est pas un cinéma dont on a l'habitude de regarder. Il y a de très bons films, mais tu vois, ils sont plus froids, plus distants, les personnages. C'est vrai, c'est culturel, quoi. Exactement. Pour être allé en Norvège, en Islande à plusieurs reprises, c'est vrai que d'apparence, ils sont plutôt froids. Tu as toujours l'image du viking, l'espèce d'homme fort, mais très détaché, tu vois, pas très sociable. Et c'est tellement vrai. Ils sont comme leur climat, quoi. C'est ça. Ils ont un climat qui est rude, donc ils sont un petit peu pareils. Les Espagnols, c'est tout l'inverse, tu vois. C'est très avenant, très chantant, très dansant. Chaleureux. Exactement. C'est quand même sympa de voir les cultures différentes. Mais clairement. Quand même, c'est très différent, mais j'adore arriver à un moment donné dans un film, dans une langue que je ne comprends pas, mais de plus me rendre compte que c'est pas une langue que je comprends. Ouais, t'as d'autres trucs qui transparaissent à ce moment-là. Exact. Ouais. Alors, question pour toi. Oui. Pourquoi tu m'as proposé ce film-là ? Alors, la raison, elle est toute simple, c'est qu'à la fin d'Under the Skin, je voulais un film qui se rapproche plus ou moins de la thématique. Et c'est vrai qu'Under the Skin, La Piel Capito, ça marchait magnifiquement bien. J'avais pas fait le rapprochement au début au niveau du film, c'était vraiment plus par rapport à l'épiderme. Je suis resté dans ce champ lexical-là. Du coup, ça se rapproche vachement, quoi. C'est vraiment des personnes qui prennent une peau littéralement différente, quoi. C'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est pas du tout la même histoire, ça raconte pas du tout la même chose. Là où Under the Skin était propice à l'interprétation, on en a parlé dans le précédent épisode, celui-ci, pas du tout finalement. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'interpréter puisque le film te sert toute l'histoire. En fait, il te montre des choses au début avec des points d'interrogation et puis à un moment clé du film, il te dévoile tout. Donc tu ne peux pas interpréter plus que ça. La seule chose, c'est ok, qu'est-ce qui va se passer à la fin du film ? Peut-être ça, mais pendant le film, tout est clair. Et du coup, c'est bien, c'est un film narratif. Tu suis une histoire qui t'est contée de A à Z. Effectivement. Et qui marche vachement bien. Et c'est pour cette raison que je dis, le point fort de ce film-là, c'est la mise en scène, ou comment les scènes entre elles vont s'articuler, et comment l'histoire va se développer à partir de certains points. On va en parler plus tard. C'est quoi ? C'est l'enchaînement des ellipses temporelles ? Exactement, le passage du rêve. Quand au début on a le rêve du docteur et après on a le rêve de Veracruz, mais à ce moment-là le film il explose, il y a tout qui se chamboule dans ta tête à ce moment-là et pourtant c'est cousu de fil blanc. Tu te dis, l'histoire c'est ça en fait. Ouais, mais pourtant moi j'ai pas basculé à ce moment-là. C'est vrai ? Première fois que je l'ai vu. Après la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai fait mais oui bien sûr, elle est logique. En train de rêver donc c'est logique. Mais sur le coup j'ai pas tilté sur ce moment-là. Tu vois, j'ai tilté plus tard quand Roberto il kidnappe Vicente, quoi. D'accord. C'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, ok, je commence à comprendre ce qui se passe, mais c'est pas le rêve qui m'a donné l'indice initial, quoi. Pour moi le rêve c'est d'abord tu te dis ok, j'ai de l'empathie pour ce mec. Au début je me posais des questions sur qu'est-ce qui se passe dans cette baraque, qu'est-ce qui se passe avec ces personnages, et puis à partir de cet instant-là tu te dis ah ouais merde le pauvre. Et le rêve juste après, tu fais ah merde le pauvre. Et en parlant de Vicente en parlant de Roberto. Au début tu fais ah le pauvre. Et après t'as Vicente. Et là tu dis ah merde. Et du coup le premier ah le pauvre, c'est là où tu commences toi à te positionner, à te dire est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que sa vengeance je l'accepte ou pas ? Et pour l'autre est-ce qu'au final bien fait pour ta gueule ou non ? J'ai pas trop envie d'en parler dès maintenant. Non, on va en parler un peu plus tard, parce qu'il faut en parler plus tard. Parce que c'est là où, moi, mon avis est beaucoup plus arrêté, maintenant que je l'ai vu la deuxième fois.
La première fois, c'était plus flou pour moi. On en reparlera peut-être un peu après, quand on arrive justement à la fin. D'accord. Et ben alors, pour commencer, du coup, est-ce que tu peux faire un rapide synopsis et après, on va se balancer dans la zone spoiler? Je peux absolument faire ça. Je t'écoute. Le film commence, on découvre un chirurgien, un plasticien de renom, qui a d'ailleurs été impliqué dans des greffes. Il y a eu très peu de greffes du visage dans le monde, et c'est lui qui a été impliqué là-dedans. Oui, il dit que sur les 9 qui ont été faites, il en a fait 3. Exactement. Voilà, donc ce mec-là, il habite dans un grand manoir qui sert aussi de laboratoire, apparemment. On le voit manipuler des tubes à essai, donc laboratoire, bien sûr. C'est sans équivoque. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'hésite pas à franchir quelques barrières éthiques. Ouais. On a l'impression que voilà, il fait du travail à la maison qu'il devrait pas vraiment faire, quoi. C'est ça. Et on voit vite qu'il garde une femme enfermée chez lui. Au début, on sait pas qu'elle est enfermée. On la voit dans une pièce à travers l'écran. On voit que lui regarde ces écrans-là, la regarde à travers les écrans. On a l'impression qu'il est, je sais pas, son obsession, elle est quand même très vite apparente, quoi. Oui. Donc, les premières questions qu'on se pose, c'est qui est cette femme? Exact. Pourquoi elle est là? On voit qu'il interagit aussi avec sa maman, qui habite les lieux aussi. Alors, c'est sa mère, nous, spectateurs, on le sait à un moment, lui ne le sait pas. Parce que le père, en gros, il a eu une aventure avec elle. L'épouse de son père était stérile. Et quand Marilla est tombée enceinte, le couple a décidé de le garder en disant « on va s'en occuper, nous ». Ok, ça c'est quand elle raconte tout à Vera? Ça c'est quand elle raconte à Vera. Ok, ça m'a échappé. Voilà, elle dit que Zeka c'est son fils, mais que ce n'est pas vraiment son fils. Et qu'à côté, Robert c'est son fils, mais que lui ne le sait pas. D'accord. Donc elle, en gros, elle a 2 enfants qui ne sont pas des enfants voulus, en fait. Elle est au top, elle. Ben, c'est un personnage dont la construction est particulière. Ouais, et c'est un personnage central en fait dans l'histoire de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est ça. Mais si il ne sait pas que c'est sa mère, elle est qui pour lui alors? C'est la femme qui l'a élevé. Ok. Au sein de cette grande maison depuis qu'il est tout petit. Donc pour lui, c'est sa mère adoptive et... On va dire ça comme ça, puisque à un moment donné aussi, elle dit que ses parents sont décédés relativement jeunes et que du coup, elle l'a éduqué jusqu'à ce jour et qu'en fait, elle a toujours été dans la maison. Oui, ok. C'est une figure maternelle pour lui, effectivement. Mais je ne pense pas qu'il sache que ce soit sa vraie mère biologique. Ok. En tout cas, elle semble être complice de ce qui se passe dans cette maison. Oui, parce qu'en plus, on voit qu'elle parle à Vera à travers un interphone, donc elle sait qu'il y a cette personne, et oui, effectivement, elle échange avec elle. Bon, je voulais faire un pitch sans spoiler, mais on en a déjà dit beaucoup avant. Ce que tu as fait, c'est les 15 premières minutes du film, c'est donc rien qui va divulguer davantage. Non, mais on en a déjà dit un peu, entre le vol d'identité et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu le film et que ça vous donne envie, n'hésitez pas à le voir et à reprendre le fil de notre conversation juste après. Tout à fait. Cinéma anonyme. Donc, on peut rentrer un peu plus dans l'histoire. Allons-y. On comprend vite que cette femme-là, dans cette chambre, elle n'a pas envie d'être là, quoi. Bon, en tout cas, elle n'est pas chez elle. Effectivement, elle est retenue contre son gré. Oui, et on va voir, la première chose qu'elle va faire à l'écran, c'est qu'elle va se trancher les veines. Oui, exact. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça d'ailleurs. Il arrive chez lui, il s'arrête devant la porte, qui est supposément la porte où cette femme se trouve, donc on va l'appeler Vera à partir de maintenant. C'est son nom, Vera Cruz. Il hésite à rentrer, il rentre pas, il va dans sa chambre dans laquelle il a un grand écran où il voit Vera dans sa chambre. Ouais. Et il la voit allongée, nue, mais de dos. Et là, tu sens que son obsession, elle prend le dessus. Parce qu'elle est nue, elle est sur son lit, il se dit, tiens, j'ai résisté tout à l'heure, mais il faut que j'y aille. Et donc, il va la voir, et effectivement, quand il la retrouve, elle s'est tranché les veines. Cette scène, elle est importante aussi, puisque quand on a le personnage de Roberto qui arrive dans cette maison et qui monte dans sa chambre, il passe par 2-3 pièces, je ne sais plus exactement, mais on voit que cette maison, elle est pleine d'œuvres d'art. Ah oui, c'est vrai. Il y a des grands tableaux partout. Des tableaux de maître en plus, il y a des grandes sculptures, il y a plein de trucs. Alors j'en ai noté quelques-uns, je les ai pas tous notés, pareil parce que flemme, mais il y a un grand tableau de la Vénus d'Urbain, un tableau de Titien qui est au premier étage. Dans son bureau à lui, parce que c'est pas vraiment sa chambre en fait, c'est son bureau il me semble, il y a un grand visuel de Juan Gatti, qui est un graphiste espagnol qui a fait beaucoup de visuels, notamment pour le cinéma, il a fait beaucoup d'affiches aussi de cinéma. Et là en l'occurrence c'est une espèce d'écorché avec des fleurs, qui est aussi une des affiches de La Piel qui habito. Pas l'officiel, parce que l'officiel, c'est les 2 gros visages en gros plan. Mais tous les tableaux, c'est des tableaux qui existent déjà à la base? Bien sûr, c'est des tableaux... Ça n'a pas été fait pour le... Non, c'est des vrais tableaux qui existent. Il y a aussi un bouquin qui passe dans les mains de Vera Cruz, qui est un livre de Alice Munro.
Il y a plein de livres de la littérature, des choses comme ça. À un moment donné aussi, quand il ouvre, lui, dans son bureau pour prendre justement l'opium, il y a un grand bouquin d'Helmut Newton qui est dans la bibliothèque. Ouais. Donc voilà, on a dans cette maison un homme ou des gens qui aiment l'art. Et pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la movida madrilène, l'effervescence de l'art de cette époque, je pense que c'est quelque chose qui est propre aussi à Almodovar. De mettre autant de références artistiques dans tes films, c'est que quelque part t'aimes ça et que peut-être aussi cet art te permet de faire évoluer ton esprit, ta vision des choses. Bah surtout que les œuvres elles sont pas anodines en plus. Non, là pour le coup, c'est très clairement lié au corps. Ouais, tu vois des gens qui n'ont pas de visage, ce genre de choses. Alors, je les ai pas tous relevés, mais il y en a un qui m'a marqué, celui qui est, il me semble, dans la cuisine, où tu vois deux femmes qui sont en mouvement et leur tête est complètement lisse. C'est ça. Alors, ces corps sans visage ne représentent pas deux femmes, puisque la toile s'intitule Dionysos rencontre Ariane à Naxos, peinte en 2008 par l'artiste Guillermo Pérez Villalta, qui est lui aussi un ami proche de Pedro Almodovar. D'ailleurs, on peut voir certaines de ses créations dans d'autres films du réalisateur. Mais effectivement, ouais, toutes les œuvres ont un rapport avec le corps. Ouais. Donc, la Vénus de Titien, c'est un corps qui est nu de femme. Il est très connu, celui-là aussi. Helmut Newton, c'est un photographe qui ne photographiait quasiment que des corps de femmes nues. Pas que, mais essentiellement. Et pour compléter le côté artistique, on voit aussi que Vera, elle fait de la couture et elle fait notamment des espèces de petites poupées et elle regarde la télé avec des poupées à l'image. Oui. Et ça, justement, ce sont des œuvres ce sont les poupées de Louise Bourgeois. Et Louise Bourgeois aussi, je crois qu'il y a un bouquin au tout début du film où on le voit sur une des tables avec le titre, avec le nom de Louise Bourgeois qui apparaît dessus. Okay. Pareil, Louise Bourgeois, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la famille et leurs relations conflictuelles, sur le corps complet et morcelé, sur l'amour, le rapport au sexe, sur des choses comme ça. Elle a fait tout un tas de masques un peu difformes parce que sa mère à la base était tisseuse ou couturière, je ne sais plus, et elle a fait son travail plastique par rapport à ça justement. Okay. Et elle a fait toute une série de masques où tu as des morceaux de tissu enchevêtrés les uns sur les autres qui forment des visages. Et pareil pour les poupées, c'est des poupées où à la fin tu sais plus combien il y a de corps finalement. D'ailleurs il y en a un et je crois que c'est ce qu'on voit à l'écran dans le film. C'est une œuvre qui est l'amour entre 7 corps ou 7 corps au lit, je sais plus. Et en fait, il y a des têtes et il y a des corps, mais tu n'arrives plus à savoir à quel corps appartient telle tête, parce que tous les corps sont mélangés. Donc voilà, le titre original, c'est Seven in Bed. Donc là aussi, encore une fois, intéressant d'avoir utilisé cet artiste-là. D'ailleurs, c'est une partie du film que j'ai pas forcément comprise. Il y a pas mal de choses que j'ai pas vraiment captées. Ouais. Mm-hmm. J'aime beaucoup le moment où elle regarde la télé et que tout ce qu'elle voit lui rappelle sa situation. Ben oui, c'est le moment, on va dire dans la chronologie de l'histoire, où elle comprend qu'elle est enfermée. Mais elle n'est à aucun moment une prisonnière torturée. Torturée, entre guillemets, en tout cas, elle n'est pas maltraitée. On voit qu'ils prennent soin d'elle. Oui, parce que même quand elle se tranche les veines, on n'est toujours pas au courant qu'elle est là contre son gré. Hein. Elle peut être dépressive. C'est vrai. Ça aurait pu être, par exemple, une grande brûlée qui a été rafistolée. Exactement. Et qui n'arrive pas à vivre dans sa nouvelle peau et ce genre de choses. Donc l'approche de Roberto aurait pu être très bonne. C'est ça. C'est-à-dire, oui, une patiente, pas dans un hôpital ou autre, directement chez lui parce que pour des raisons X. Voilà. Mais avec un staff autour qui travaille à rendre sa vie meilleure et tout ça, quoi. Et qu'elle, elle est un peu instable, quoi. On aurait pu penser ça. Moi, c'est ce que je pensais à la base. D'accord. Donc on se rend compte qu'elle porte vraiment une seconde peau. Quand tu dis la seconde peau, c'est quoi? C'est son espèce d'habit en lycra qu'elle porte? Non. Son juste vraiment corps, de sa nouvelle peau, quoi. Ah, d'accord. Donc, pour toi, cette personne qui est dans cette pièce, c'est une personne qui a subi un accident ou qui a subi une opération liée à quelque chose? Ouais. Ok, très bien. Et d'ailleurs, quand elle se tranche les veines, lui, il se rend compte que sa peau, elle est beaucoup moins solide que ce qu'il pensait. Et donc, il fait des changements. D'ailleurs, il y a sa mère qui lui ramène du sang de je sais pas quelle bête. Et il commence à faire des changements sur la peau. Et il lui refait complètement le corps à ce moment-là. C'est ça, que lui, en fait, à ce moment-là, il parle de sa peau en disant qu'elle était toute douce et qu'elle était bien faite, mais qu'en plus, elle avait une certaine résistance. Et que ça devient l'argument numéro 1 pour vendre justement ces techniques de chirurgie. En disant qu'il a atteint un niveau de peau qui peut donc contrer la maladie, il parle notamment de la malaria, contre les piqûres de moustiques, des choses comme ça. Donc dire que la peau est plus résistante, plus forte, plus belle. Donc ouais. On en aurait eu besoin, nous, en Italie, quand on est parti en week-end. Madonna, ils ont des moustiques de fou là-bas. Ah, santé. Tu sais que j'ai encore des marques. J'ai encore des marques, c'est un truc de fou. C'est sympa ce petit week-end, on a bien rigolé. Ouais, donc il parle un peu de la mort de sa femme et on se rend compte qu'en fait l'expérience en elle-même de cette peau et de ce qu'il est en train de construire, l'expérience elle est terminée. Sa peau elle est faite et à ce moment-là on voit que Vera essaye de se rapprocher de lui, de le séduire et essaye même de le convaincre qu'il vive une vie à deux plus conventionnelle, quoi. Oui. Très clairement, elle lui dit « tu m'as fait à ton image ». Ouais. Et c'est là qu'on va avoir le premier élément perturbateur,
qui va arriver sous la forme d'un tigre. De carnaval. De carnaval. Fabuleux, qui va, en 2 minutes, qui va déjà montrer son cul à sa mère. C'est ça. Exact, en plus, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Le fameux Zeka. Zeka. Le tigre braqueur de bijouterie. C'est vrai que quand il arrive à l'image pour la première fois, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Mais en plus, tu te demandes pourquoi? Alors, effectivement, il y a le contexte. C'est ça qui est assez rigolo. Le contexte du carnaval t'est donné à travers la télévision, en disant que là où ils sont, il y a le carnaval. Ils sont à côté de Toledo. Et que du coup, voilà, il y a un carnaval dans le coin. Donc, quand il débarque, tu te dis, bon, ouais, c'est un mec qui est déguisé. Mais c'est vrai que c'est le seul à être habillé de cette manière, être déguisé tout court, quoi. Donc, tu te dis, bon, ce personnage-là, ça va être quelque chose. Lui, du coup, quand il lui dit, ouvre Marilla, c'est ton fils, et que tu vois Marilla qui dit Zeka, qui le reconnaît et qui lui ouvre la porte, à ce moment-là, tu te dis, bon, elle a retrouvé un fils. Quelle est leur relation entre eux? On ne sait pas trop. Et rapidement, on va s'apercevoir que c'est pas du tout le délire de famille que l'on peut connaître nous, puisque ça va rapidement partir en sucette. Donc, il va débarquer, il va mettre vite la misère à sa mère. Hein. Ben, clairement. Il va la bâillonner, il va la ligoter sur la chaise. Pourquoi pas? Voilà, parce que, en fait, effectivement, à travers la télévision, on a compris qu'il y a eu un braquage dans une banque. Et que le seul mec qui avait son visage découvert au moment où la caméra passe sur sa gueule, ben c'est Zeka. C'était El Tigre. Pas malin, le gars aussi. Donc effectivement, du coup, il s'est déguisé pour brouiller les pistes de la c'est pas sa faute. Il a dit à sa mère que le mec, normalement, il devait éteindre la caméra de sécurité. Oui, bon, d'accord. Pas de sa faute, le mec. Mais bon, braqueur en carton. Braqueur en carton. Ouais. Et qui va bientôt devenir un violeur en carton. Oui, parce qu'au travers d'une autre télévision, il va voir le visage de Vera. Il va la reconnaître en tant que Gal, en tant qu'une autre femme, dont on ne sait strictement rien à ce moment-là du film. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mimer de lécher l'écran. Bah, c'est pas qu'il mime, il lèche l'écran. Ouais, mais il touche pas vraiment l'écran. Bah, effectivement, il ne le touche pas. Là, je me suis dit, lui, il est bizarre, lui. Ouais, lui, il est chaud. Ouais. Lui, il est caliente. Lui, il en a rien à foutre. Quoi. Tu te demandes pourquoi sa mère elle a ouvert la porte, quoi. Oui, après en plus elle le dit qu'il était instable. Bah oui. Elle va le dépeindre après de la pire manière qui soit. On va lui dire, madame, il arrive en tigre le mec. Ouais, vous ouvrez pas n'importe qui, n'ouvrez pas un tigre, qu'est-ce qui se passe? Non mais quand ton fils instable, il revient au bout de 10 ans habillé en tigre, tu fais bon, t'es encore un peu instable, je crois. On va attendre 10 ans de plus. Avec une coquille des plus incroyables, fantastique. Une tête de tigre sur les couilles, c'est fabuleux. Et donc, comme tu as dit, là, il va ligoter sa mère, la bâillonner, et il va essayer de trouver la porte qui mène à Vera. Et il la trouve. Il trouve la clé. Même quand elle lui dit la clé, elle est dans le tiroir. Oui. Et qu'il va chercher, il trouve l'enveloppe, il fait « Maya Clips ». Elle lui dit « C'est un subterfuge ». C'est ça, c'est pour brouiller les pistes, gros naze. Mec, il est bidon. Ah, il est tout pourri. Et donc, il va retrouver Vera. Ouais. Il va être sale avec elle, quoi. Ouais. Une interaction qui est... peut-être c'est un peu le début de mon dégoût, hein, parce que t'as le mec, quoi. Ouais, c'est la première action que tu vois sur une Vera qui en a pas envie, quoi. Ah ouais. Et ce qui est assez intéressant dans cette scène, c'est que lui, quand il passe aux actes, il lui parle en disant « c'est pas possible qu'elle soit là ». Ouais. Donc on comprend qu'il y a un passif avec cette fameuse personne qu'il pense reconnaître, cette fameuse Gal, mais que ce n'est pas elle. Mais ils avaient une relation? On l'apprend un peu plus tard, oui. Ouais, quand ils partent en voiture et tout ça, ils partent ensemble, en fait. C'est ça. Marilla, quand elle explique la scène, elle dit elle était... éprise. Oui, elle était éprise d'un amour fou pour Zeka, et qu'elle est partie, qu'elle a suivi. Elle était bizarre, elle aussi. Hein. Faut l'aimer, le tigre. Faut le vouloir, le tigre. Celui qui te gobe le menton. Bref, donc il la viole. Littéralement. Devant les yeux de sa mère. Les yeux de sa mère et de Roberto. Roberto qui débarque à ce moment-là. Et qui voit à travers un des écrans dans la maison que dans la pièce d'à côté, il est en train de se passer un truc de fou. Et qu'est-ce qu'il fait, le bon garçon? Prend un flingue. Et il monte dans la chambre et boum, il bute Zeka. Voilà. De bastos. Il va mettre du sang partout. Clairement. Et à ce moment-là, Vera saute dans les bras de Roberto. Je trouve que c'est quand même assez important puisque c'est aussi, par rapport au début du film, certes, elle n'est pas là de son propre chef, mais on va dire qu'il n'y a pas d'animosité par rapport à Roberto. Non. Ouais, il n'y en a pas. Même, comme j'ai dit, tu sais pas en fait si elle est là de son plein gré ou pas.
T'as l'impression que juste que c'est quelqu'un d'instable, mais qui a besoin de l'aide que Roberto lui apporte, quoi. Bon, après, c'est toujours pareil. Elle s'est fait agresser. Forcément, tu vas dans les bras de la personne qui t'a aidé. Forcément. Je peux comprendre l'action. Mais c'est vrai que, rétrospectivement, quand tu arrives à un moment clé du film, tu te dis, ouais, c'est pas un indice, tu vois, où je peux me poser la question de là, elle est pas bien dans cette maison, ou face à ce gars-là, elle est en danger. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Donc Roberto, il l'a tué. Après ça, on a une scène où Marilia, autour d'un feu, raconte à Vera, donc qui est sortie de sa chambre, qui lui raconte un peu l'histoire familiale. En commençant par le fait que Zeka, c'est son fils, oui, mais qu'elle, en gros, c'était pas voulu. Et que le pauvre petit Zeka, à partir de l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus, il se baladait dans les rues et en fait, il vendait de la drogue. Oui. À côté de ça, elle lui explique aussi que Robert, donc, c'est son fils, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la famille s'est approprié l'enfant en disant que nous, on peut pas avoir des enfants, du coup, il y a ça qui s'est passé, on va l'éduquer nous et en gros, tu vas rester dans la maison, tout va bien se passer. Donc, elle a en parallèle de Zeka un autre fils qui est tout l'opposé. Quelqu'un qui est gentil, qui est courtois, qui est poli, et qui a fait des études, et qui a une situation, tout l'inverse du premier enfant. Et pour autant, malheureusement, lui ne sait pas que elle, c'est vraiment sa mère. Donc, personnage compliqué, situation compliquée, et elle va aller un petit peu plus loin en disant que Zeka est partie avec la femme de Roberto à un moment. Donc, Gal, qui était la femme de Roberto, était éperdue d'amour pour Zeka, et qu'un jour, ils sont partis tous les deux en bagnole et qu'ils ont eu un accident de voiture. Zeka a réussi à s'enfuir et elle, non. Et qu'elle a brûlé dans la bagnole. Et que Roberto l'a retrouvée, l'a sortie de la bagnole, et elle était complètement brûlée, défigurée, et que lui, donc, a commencé à appliquer son savoir et à lui changer toute la peau. En passant par des stades où la peau n'était pas si top que ça. Et donc, elle, en gros, c'était un monstre, quoi, enfermée dans une baraque qui avait interdiction d'aller à la lumière du jour ou des choses comme ça. Et que, en plus de cette situation compliquée, ils ont tous deux une fille. Et cette fille, dans son jeune âge, donc, a vu sa mère cloîtrée dans une baraque. Et on apprend, au travers de la bouche de Marilia, que la petite fille, un jour, s'est mise à chanter une chanson que sa mère lui avait apprise. Et que la mère, en entendant cette chanson, a ouvert les volets et a vu dans le reflet de la vitre son visage. Et que, pris d'horreur et d'effroi, elle s'est défenestrée. Incroyable scène, ça, quand même. Exact. Quand elle se voit dans le miroir. Et qu'elle comprend qu'en fait, c'est un monstre. Ouais. Elle se suicide. Et pareil, on voit pas l'acte, mais on voit que la petite fille, elle a assisté à la scène. Et on voit, en gros, toute l'horreur qui est passée dans les yeux de cette pauvre enfant. Oui. Et qui va donc engendrer chez cette fille-là un trauma monstrueux. Elle va être internée parce qu'elle va avoir d'énormes problèmes psychologiques. Et que ça aussi, ça va avoir de l'importance dans la suite de l'histoire. Absolument. Et là vont commencer les rêves. C'est ça. Donc la scène juste après, Vera et Roberto vont se coucher, ils se sont rapprochés et ils finissent dans le même lit. Voilà, et on voit leurs souvenirs. Exactement. Donc d'un côté, on a Roberto qui se souvient d'une soirée, d'un mariage, où il est venu avec sa fille. Ouais. Sa fille qui va être séduite par un jeune homme qui est là dans la soirée aussi, qui va à un moment donné sortir avec lui, dehors. Tu vois l'effet de son trauma et de ses problèmes psychologiques, tu vois qu'elle est très réservée, et elle est un peu décalée par rapport aux autres. Et ce mec-là, il semble un peu fracassé. Pour l'instant, oui. Il semble fracassé. Bon, on va en avoir la confirmation. Il y a un entrelacement des deux souvenirs, mais en tout cas, nous, on va voir que ce mec-là, il va aller dehors avec elle. Il va lui faire un peu des avances physiques, qu'elle va se laisser faire dans un premier temps. Et au bout d'un moment, elle va commencer à crier. Lui, il va paniquer, il va la gifler et il va s'en aller en moto, sous les yeux de Roberto qui va le voir partir. C'est ça. Et ensuite, on a les souvenirs de Vera. Et juste après. Voilà. Par un très joli jeu de mise en scène extrêmement simple. Tu passes de l'un à l'autre. Voilà. Et on va voir des souvenirs de ce jeune homme. Justement. On va voir les souvenirs de Vincente. Oui, qui est le garçon en question qu'on a vu dans les souvenirs de Roberto. Et qui travaille dans un magasin qui vend des robes. Ouais, de boutique de prêt-à-porter. Une friperie ou un truc comme ça. C'est ça. Chez sa mère, donc. Oui. Et ensuite, on va voir donc sa version à lui de ce qui s'est passé. Et pour affirmer ce que tu disais tout à l'heure, lui, il prend des cachetons. Des cachetons, ouais. Voilà, lui, il est sous-produit en disant « Ouais, on est là pour s'amuser » et puis ça permet de se libérer un petit peu plus. Ouais. Tu comprends aussi donc qu'il drogue un peu les personnes avec qui il passe les soirées. Et d'ailleurs, moi, je parlais de l'ébats qu'ils ont eu dehors, mais ça, c'est dans son souvenir à elle, pas à Roberto, parce que Roberto, il n'a pas vu la scène. Lui, il a juste retrouvé sa fille inconsciente et qui semble être peut-être violée. Ouais. On voit justement sa version à lui et on voit que, en fait, elle ne refusait pas ses avances et qu'à un moment donné, pendant
l'acte, elle a commencé à crier et que lui, il a été pris de panique et qu'il l'a giflé. C'est ça, parce qu'à un moment donné, dans la baraque dans laquelle il se trouve, eux, ils sont dans le jardin, mais dans la baraque, il y a une chanson qui est entonnée par une chanteuse. Et la chanson, c'est la chanson de sa mère qu'elle chantait avant et qu'elle a chantée, elle, quand elle s'est suicidée sous ses yeux. Et c'est ça qui l'a fait vriller. Et donc, l'histoire continue dans le passé. Roberto, il va la retrouver. Elle est inconsciente, mais elle va se réveiller. Et quand elle va voir son père qui la prend dans ses bras, elle va crier de plus belle. Et on va apprendre plus tard, puisqu'elle va être internée dans un centre psychiatrique, que en fait, elle associe son père à l'image du violeur. Voilà, exactement. Pas longtemps après, elle va se donner la mort, comme sa mère. Exactement. Et là, on va comprendre que Roberto, il va chercher vengeance. Il va chercher ce Vicente et il va le kidnapper. Ouais. Et là, on commence à comprendre tout ce qui est en train de se passer quant à cette personne qui est Vera. Vera, c'est Vicente. Voilà. Et là, je te dis, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait what the fuck. Ouais. Wow. Mais moi, c'est pareil. En fait, c'est ce moment-là où déjà tu comprends l'histoire. Ouais. Puisque là où tu avais des points d'interrogation, ils sont comblés. Et le film te laisse pas d'autres possibilités de réflexion. Le film, c'est ça. Et maintenant, c'est voilà, spectateur, à toi de faire ton choix. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à me positionner. Puisque certes, le film était montré sous l'aura, on va dire, de Vera. Il y a Roberto qui est là, bien évidemment, mais c'est Vera le personnage clé, on va dire, du film. Donc, tu es quand même plus de son côté. Tu es même clairement de son côté. De Vicente ? Je dirais Vera. Okay. Pas Vicente, Vera. C'est important de scinder les deux personnes. Même si c'est la même personne, c'est deux corps différents. Et du coup, c'est une évolution du personnage. Mais surtout, par rapport au souvenir qu'il y a eu juste avant, celui de Roberto, à ce moment-là du film, en plus, c'est bien qu'il ait commencé de cette manière. Tu as de l'empathie pour Roberto, mais tu as une peine monstrueuse pour cet homme-là. Ce mec-là, sa femme est partie avec son frère dont il n'a aucune connaissance. Il connaît Zeka, parce qu'il sait que c'est l'enfant de Marilia, mais quelque part, il ne sait pas que c'est son frère. Ouais. Donc lui, il a tué son frère. Par vengeance, oui, mais c'est quand même son frère. Et ça, c'était bien plus tard, déjà. Mais ça, c'est bien plus tard. Mais bon, ça, on l'a vécu avant. Ensuite, on a le souvenir qui nous est énoncé. Dans son souvenir, on apprend que oui, il a secouru sa femme des flammes, mais il n'a pas réussi à la sauver. Elle s'est foutue en l'air. À la suite de ça, sa fille est devenue complètement folle. Il la sort de l'hôpital psychiatrique, elle se fait violer, elle se fout en l'air, elle meurt. Donc il perd sa femme, sa fille. Ce mec-là, forcément, il veut vengeance. Tu ne peux que aller dans ce sens en disant « Mec, si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. » La vengeance que tu veux et la vengeance que tu vas obtenir, quelque part, tu la mérites. Parce que franchement, ce que tu as vécu, c'est dur. Alors c'est moche de dire ça, la vengeance, c'est une saloperie, tout ce qu'on veut. L'état de vengeance, c'est le pire qu'un homme puisse connaître, quoi. Ouais. Mais tu peux aller dans ce sens-là en disant « Je comprends cet homme-là. » Quand tu vois que juste après, Vera, en fait, c'était Vicente, et que la vengeance que Roberto a appliquée a causé tout ce processus de transformation du corps de Vicente à Vera, Vicente, c'est un petit con. C'est un mec, il fait des conneries de jeune, des conneries plus. Bah, tu vois, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit conneries plus. Et la deuxième fois, je me suis dit, en fait, il n'a pas fait grand-chose de mal, quoi. Effectivement, il n'a pas fait grand-chose, parce que même le viol, finalement. Le consentement, il y est. Hein. Alors, il y est peut-être au départ, il y a une amorce, mais le consentement à la fin, il ne l'est pas. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas violé, parce que quand à la fin, elle pète un câble, certes, il la gifle, elle tombe dans les pommes. Ouais. Je ne pense pas qu'il ait voulu lui faire du mal. Je pense que c'est juste un moment de panique et qu'il n'a pas su comment gérer. C'est comme ça que j'ai. Après, je dis pas, c'est bon, il a rien fait, il a juste giflé une femme. Je comprends très bien que c'est quand même assez grave ce qu'il a fait. Mais voilà, il était sous l'emprise de quelque chose, il a paniqué, comme tu dis. Ses actes sont allés au-delà de, je pense, de ce qu'il voulait. Ouais. Bon. Il y a quand même un moment où il la rhabille, il lui remet le soutien-gorge, il continue à la tâter pendant qu'il la rhabille. Là, le mec, il est chaud. Il est chaud. Non, je suis d'accord. Nécessaire. Non, je suis d'accord. Ce passage-là, c'est là où tu vois que le mec, il est pas clean. Ouais, il est pas clean. Voilà, c'est pas quelqu'un qui à un moment donné se dit non, là, je suis allé trop loin, mais il y a un problème, il faut. Voilà, tu vois qu'il en profite un peu. C'est pas que de la panique, donc quelque part, c'est ambigu. Mais quoi qu'il en soit, je vais prendre un raccourci. Pour moi, le film, c'est un énorme effet papillon. C'est comment une action, à un moment donné, peut engendrer des cataclysmes ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Lui, au final, c'est un pauvre mec, mais il n'est pas foncièrement méchant. Il n'y a pas de la méchanceté en lui. C'est juste un mec qui a déconné à un moment donné, sauf que ta connerie à ce moment-là, tu vas la payer méga cher parce qu'il y a eu une succession d'événements que tu ne maîtrises pas, dont tu n'es pas au courant, qui vont entraîner justement le pétage de câble de Roberto. Et surtout, lui, par rapport à sa vision professionnelle et par rapport à son objectif, parce que lui, c'est pareil, ce qui se passe à la fin du film, le fait que Vera et que lui se rapprochent, c'est peut-être pas ce qu'il voulait à la base. Lui, à la base, il voulait se venger. Cette vengeance va opérer une transformation.
La transformation va engendrer le sosie de son ex-femme, et à la suite de ça, il y a toute la folie de cet amour qui va l'entraîner dans sa chute. Ouais. Mais à la base, ce n'est que de la vengeance. Encore une fois, c'est un effet papillon. Un acte plus un acte plus un acte égale gros cataclysme à la fin. Ouais, mais c'est fou le changement qui s'opère en lui alors qu'il change la personne qu'il a en face de lui, quoi. Mais c'est fou même de te dire qu'à un moment donné, toi, tu le sais, tout ce qui s'est passé, puisque c'est toi le créateur de toute cette horreur. Donc tu sais que la femme que tu as dans ton lit à côté de toi, c'est un homme que tu as transformé dans l'optique de te venger, de lui faire subir à lui une atrocité. Ouais. Un truc que ta fille a subi quelque part, d'une certaine manière. Alors, c'est pas un viol via une autre personne qui va lui faire subir. C'est un viol par rapport à lui-même. C'est une torture. Ouais. Alors, on va expliquer vite fait la scène. Au début, donc, en gros, il l'enlève. Il va le mettre dans un fourgon. Il va l'amener chez lui, dans une cave, je sais pas quoi. Il va le nourrir. Il va s'occuper de lui. Mais il va l'opérer. Rapidement, hop, un coup de chloroforme. Il va se réveiller dans cette chambre, le Vincente. C'est terrible, ça. C'est fou. Et le premier mot qu'il lui dit, c'est « Tu as eu une vaginoplastie ». Franchement, là, j'étais dégoûté, quoi. Je sais pas pourquoi ça m'a... Horrible, c'est horrible de te faire kidnapper, de te faire émasculer comme ça. Encore une fois, sans consentement. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. Mais même en plus, alors non, c'est pas pire, hein, mais sans douleur, quoi. Genre, t'étais un homme, maintenant t'es une femme. C'est un professionnel de la chirurgie plastique. Le mec, il va faire ce qu'il sait faire. C'est terrifiant, quoi. Ouais, parce que comme tu dis, aucune douleur, propre au niveau de l'hygiène, au niveau de la santé. Même, il a fait ça nickel. Et il lui dit... Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, voilà, comme un docteur va te dire. Mais, et c'est là où je dis la torture psychologique, elle est infâme. C'est quand il lui dit, voilà, donc maintenant, tu as un vagin, et que pour éviter que la cicatrice se fasse mal et pour éviter que tu meurs, il va falloir que tu t'insères des objets dans le vagin, de plus en plus gros, pour que ça soit bien formé. Et t'as pas le choix, sinon tu vas crever. Le mec en face, il se dit, mais de quoi tu me parles, quoi? Et puis en plus, il lui sort les objets, puis il lui montre les diamètres de plus en plus larges. Et puis là, tu te dis, voilà, toi, t'as violé ma fille, moi, je vais te faire subir un viol par ta propre main, pour ta propre sauvegarde. En termes de torture, je crois qu'on place la barre super haut. Alors, je sais pas si c'est pire que quelqu'un qui te torture et qui te fait... Je sais pas et je veux pas savoir. Parce que il aurait pu l'émasculer, mais façon bouchée, quoi. Mais clairement. Et puis lui dire, non, tu vas crever comme une merde. Et puis, il aurait pu même faire encore ou le pire. garder en vie et faire pire physiquement, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est chaud, parce que Vincente, là, il se dit, mais pourquoi? C'est même pas pourquoi il est en train de me le faire, mais pourquoi il me le fait comme ça? Ouais, exactement. Tu vois, si un mec, il est là, il te torture de façon classique, avec de la douleur physique, eh ben, c'est un mec qui essaie de se venger, ou c'est un fou, tu vois, tu te dis, merde, mais là, c'est quoi le principe? C'est quoi le but de la manœuvre, quoi? Je sais pas, mais la torture, elle naît aussi, justement, de la fatalité. T'as pas le choix de faire ce que le mec, il est en train de te dire, et la torture, tu te l'infliges toi-même. Ouais. Je trouve, tu vois, cet état de, déjà la prise de conscience, de te dire, merde, maintenant c'est comme ça, et j'étais pas prêt, mais en plus, il va falloir que je continue, moi, dans cette optique-là, sinon je vais canner. Ouais. Tu vois, psychologiquement, c'est super compliqué. Tu dois valider ce qui t'a été fait par un viol auto-infligé, quoi. C'est ça. C'est ouf. En plus, tu vas avoir une transformation physique, tu veux pas... qui est pas toi. Et qui, au final, ne va pas te détruire. Alors, elle va te détruire peut-être psychologiquement, mais en termes d'aspect esthétique, la transformation, elle est superbe. On n'a pas une créature de Frankenstein. Ouais, ça marche. On a un personnage, c'est une poupée, quoi. C'est l'idéal que tu te fais d'une personne féminine. Mais putain, tu sais, quelque part, c'est presque plus horrible, en fait. Je sais pas ce qui est le plus horrible. C'est pour ça que je dis, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Mais à ce moment-là du film, t'es basculé entre le pauvre Roberto, ce qu'il a subi, ça craint pour lui, j'ai de l'empathie pour ce gars-là, et quelques minutes plus tard, je vais pas dire que tu as de l'empathie pour Vincente, t'en as un petit peu, mais tu commences à avoir un peu du rejet pour Roberto. Ouais. Quelques secondes avant, c'était le pauvre, et juste après, c'est putain, le mec, c'est un fou. Ouais, et après, tu vas sur Vera, et Vera, tu te dis la même chose, tu te dis, pauvre fille, ce qu'elle a subi, sauf que cette pauvre fille, c'est pas une fille à la base, c'est un mec. Sauf que ce mec, le Vincente, t'as pas d'empathie pour lui. Moi, la deuxième fois que je l'ai vu, j'avais totalement de l'empathie pour lui. Moi, j'ai de l'empathie pour Vera, je n'ai pas d'empathie pour Vincente. C'est moche à dire parce que c'est le même personnage. Mais Vera est le résultat de ce qui est devenu Vincente. J'ai de l'empathie pour Vera. J'en ai pas pour lui à la base. Mais Vera n'existe pas. Vera n'existe pas. Et ouais, donc tu peux avoir de l'empathie pour quelqu'un qui n'existe pas, ça sert à rien. C'est Vincente. Oui, tout à fait. Si tu appelais cette personne-là Vera, elle dirait, moi je suis pas Vera. D'ailleurs, la fin du film, c'est ça, c'est je suis Vincente, quoi. Ouais, mais elle le dit pas. Ah si. C'est elle qui le dit. Elle le dit 2 fois. D'ailleurs, je vais dire il, parce que pour moi, c'est Vincente. Oui, c'est toujours Vincente. Ouais. C'est toujours Vincente. J'aime pas dire Vera parce qu'en fait, cette personne n'existe pas. Ben non. Et surtout dans sa tête. Alors moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où il oublie totalement ce qui s'est passé, Vincente? Alors je ne pense pas. Alors la première fois que j'ai vu le film, au fur et à mesure du film, à partir de ce moment-là, donc quand on sait que Vincente, c'est Vera,
C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, le rapprochement initial qui est entre Roberto et Vera, quand elle lui dit « tu m'as fait à ton image, je suis à toi », après les souvenirs, donc après tout ce qu'on a appris, mais rétrospectivement, quand tu repenses à cette scène, je me suis dit lors du premier visionnage, ok, là on est face à un énorme syndrome de Stockholm. On a Vera, Vincente transformé, qui est en train de tomber amoureux de son agresseur. Où est-ce que le film va m'amener? Et puis rapidement, pendant le film, je me suis dit, non, en fait, c'est une machination. Elle fait tout pour le mettre à l'aise, pour se barrer. Le flou, en gros, n'est pas resté très longtemps. Moi, c'est le truc de l'opium et tout ça. Est-ce qu'il y a une volonté de droguer la personne pour qu'il y ait un flou qui s'installe dans sa psyché, quoi? Je sais pas. Effectivement, il y a peut-être aussi de ça. Peut-être de te dire à un moment donné, elle a tout oublié. Même si elle a des réminiscences de certains passages, elle a fait abstraction de son ancien corps. Peut-être aussi parce que cette ancienne personne était peut-être pas si bien que ça. Et que du coup, Vera est une meilleure personne. Justement, l'évolution aussi de la vie de Vera à travers la télévision, quand elle regarde le yoga et qu'elle fait du yoga, c'est pour cette raison aussi que je disais qu'elle est pas maltraitée dans cette maison. Parce que quand on la regarde à travers les écrans, notamment par le biais de Mariella, on la voit qu'elle s'occupe, qu'elle fait du yoga, qu'elle fait de la sculpture, qu'elle fait du dessin. Ben, elle s'occupe, mais de manière intelligente. Elle s'abrutit pas. Tu vois que quand elle fait du yoga, elle le fait le mieux possible. Tu vois, pour s'entretenir, un esprit sain dans un corps sain. Et du coup, tu peux te faire aussi le cheminement qui est le suivant. Vincente était une mauvaise personne, Vera en est une meilleure. Donc, il y avait un avant, un après. Au final, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Le truc, c'est que déjà, ça peut pas être aussi noir et blanc. Non, ça l'est pas. C'est plus nuancé que ça, quoi. Clairement, peut-être que Vincente n'était pas, il avait peut-être pas un mauvais fond, quoi. Tu vois non, méchant, c'était pas un mauvais gars. En plus, t'as vu, il bosse dans une boutique, il aide sa mère à travailler. Il méritait certainement pas ce qui lui est arrivé, quoi. Personne mérite la torture. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu mérites pas d'être torturé. Non, le vol d'identité, c'est n'importe quelle torture, quelle qu'elle soit, physique, psychologique, tu mérites pas. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à la fin du film, justement, quand Vincente / Vera arrive à quitter la maison, il y a une coupure de presse sur le bureau de Roberto et il y a le visage de Vincente en tant que Vincente. Et tu as vu, quand elle s'en va, justement, Vera, elle se baisse, elle embrasse le journal, elle s'en va. Moi, je vois très clairement là-dedans un dernier adieu, tu vois, à son ancienne apparence. Elle embrasse la photo en disant « c'est fini, on ne se reverra plus, maintenant c'est comme ça et il n'y a pas le choix ». Elle l'embrasse et elle s'en va. Elle va vivre sa nouvelle vie. Et au final, elle va retrouver sa mère et Christina. Moi, je me suis juste demandé, est-ce que le souvenir de Vincente, donc de sa vie d'avant, est-ce que c'était quelque chose qu'elle récupérait avec le temps et que ça a été effacé, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là et qui dort en elle tout le temps? C'est une bonne question. Le film, en tout cas, te donne pas de réponse vraie à ce moment-là, mais pour moi, c'est un truc qui est ancré en eux depuis le début. Lui, Roberto, il repense à ça éternellement et elle va repenser à ça éternellement. Moi, j'ai 2 scènes qui me viennent en tête et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. La première, c'est quand Vera, on va dire, déchire toutes les robes, met tous les petits bouts de tissu partout dans sa chambre. Et qu'après, et ensuite finit par aspirer tous les morceaux. Est-ce que les robes, ça représente la féminité et donc ce qu'elle est en train de devenir, ou est-ce que ça représente sa vie d'avant, lui travailler dans un magasin de robes? C'est ça. Alors, peut-être que c'est justement ça, c'est peut-être confus à ce niveau-là, mais je sais pas si toi, tu as une interprétation particulière de la chose. C'est vrai que quand je l'ai revu pour préparer le podcast, j'y ai vu clairement en fait le rejet justement de cet aspect féminin. De la féminité. Tout simplement. Parce qu'en plus, ce moment-là, c'est un truc qui, dans la chronologie de la narration, est un truc qui s'est passé avant. Parce que là aussi, il y a 2 états du personnage de Vera. Le personnage de Vera, au tout début, quand on la découvre pour la première fois, d'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que tu disais, quand Roberto rentre et qu'il la voit sur l'écran, c'est un tableau. Même si c'est une vidéo de Vera, c'est un tableau. Elle, en plus, elle a une posture justement de nymphe allongée, nue. C'est un tableau, le truc. Donc, encore une fois, tu as ce rappel à la peinture, à l'art, de manière générale. Mais voilà, elle est dans une tenue près du corps, juste au corps, qui est couleur chair. Ça, c'est après. Donc ça, oui, effectivement, dans la chronologie de la narration, c'est un truc qui est actuel. C'est le présent, on va dire, du film. C'est le moment où elle commence à se trouver de plus en plus. Elle commence à être un peu plus artistique, elle commence à créer des choses. J'ai l'impression que justement, ce moment où elle est dans le lycra noir et qu'elle déchire toutes ses robes, c'est le moment encore où elle est dans le rejet total de ce qu'elle devient. Et du coup, en plus, tu as ce côté, voilà, le noir, le négatif, donc, et le chair, le beaucoup plus blanc, on va dire, donc le côté plus pur. Donc, il y a peut-être aussi ce truc-là. Et d'ailleurs, encore une fois, un petit parallèle, je trouve cette combinaison tip-top. Parce qu'elle est cousue et les morceaux sont raccommodés. Tu as vraiment l'impression que c'est un écorché de corps, quoi. Carrément. Tu vois, le dessin des seins, le dessin des bras, le dessin des jambes, le dessin des doigts. Il y a tout qui est ramifié comme des muscles. Et je trouve donc le travail du costume parfait, quoi, pour exprimer cette idée en plus de transformation physique. Donc, quand elle aspire les morceaux de robe, pour moi, c'est ça, c'est le rejet de la féminité.
Et après, elle continue quand même à déchirer ses robes, mais pour en faire quelque chose de nouveau, quoi. Pour faire autre chose. T'as vu la sculpture, t'as l'impression qu'elle fait un peu comme Roberto au final. Ouais, quelque part d'une certaine manière, elle fait de la peau sur les personnages qu'elle a sculptés, quoi. C'est ça. Mais alors là, pour le coup, je pense que c'est plus un clin d'œil justement à Louise Bourgeois, parce que c'est le processus de son travail plastique. Mais effectivement, ce que le bourreau lui fait subir, elle le fait de son côté à une échelle minime avec des poupées, quoi. Elle reconstruit des trucs. Ouais, j'ai bien l'impression quand même que c'est un des thèmes principaux du film aussi, quoi. L'art et surtout de trouver un salut dans l'art quand on a eu un gros trauma. Donc on a Vera, Vicente qui a eu un gros trauma et qui commence justement à faire ses petites sculptures, tout ça. Ouais. On a Roberto, depuis la mort de sa femme, la mort de sa fille et tout ça, qui se plonge complètement dans son art à lui, qui est donc la reconstitution de corps. Et d'ailleurs, ça devient carrément presque psychotique, quoi. Obsessionnel. Ouais, obsessionnel. Et après, on a, tu as fait référence à Louise Bourgeois, par exemple, et j'ai l'impression qu'elle, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, tout à fait. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les œuvres d'art qui sont introduites dans le film font aussi référence à ce que le film nous raconte. Je parlais tout à l'heure de Pérez Villalta et de son œuvre Dionysos rencontre Ariane. Dans la mythologie, en tout cas dans ce que la symbolique de cette mythologie-là raconte, Dionysos étant un dieu, Ariane est humaine, et en fait ce qui s'est passé, c'est que Thésée, après avoir vaincu le Minotaure grâce à Ariane, le fameux fil justement, il l'a abandonné sur l'île de Nexo, d'où le titre complet de l'œuvre. Et Dionysos, quand il est arrivé sur l'île, il a rencontré Ariane, il est tombé fou amoureux d'elle, et inversement, les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et donc, Dionysos a fait de Ariane une déesse. Il lui a accordé la vie éternelle et il l'a amenée à l'Olympe. De fait, la symbolique qui en ressort de cette mythologie, c'est la transformation, l'élévation de l'esprit et la transformation, non pas vraiment du corps, mais de l'être. La transformation de l'humaine vers la déesse, et ils vécurent heureux, etc., etc. Donc il y a ça aussi qui ressort de cet art, et cet art va accentuer la transformation suggérée dans l'histoire de Vicente / Vera. Ouais, carrément. C'est à se demander si Almodovar, c'est un peu son salut aussi, quoi. C'est peut-être ça qu'il essaye d'exprimer, quoi. Peut-être. Par contre, pour revenir sur le coup de l'aspirateur, alors je sais pas si c'est une convention dans les manoirs espagnols, non, mais cet aspirateur qui sort du mur, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il faut y voir aussi, encore une fois, une image de la masculinité, tu vois, un espèce de tuyau qui sort? C'était très bizarre comme installation, cet aspirateur. J'ai pas la réponse. Alors, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est comme ça que j'ai interprété, c'est qu'en fait, tu lui laisses pas un aspirateur, parce que sur un aspirateur, il y a un cordon, et donc tu peux te pendre avec. C'est logique, parce que c'est vrai qu'elle demande plusieurs objets à Mariella, et il y a des objets dont elle a le droit d'avoir la possession, l'usage, et puis d'autres non. L'autre scène que je trouve intéressante, et je sais pas si c'est le début de quelque chose, c'est quand elle commence à écrire sur les murs de façon frénétique. Elle demande la date à Marilia, qui lui donne, et à partir de là, elle commence à écrire toutes les dates du futur ou toutes celles qui venaient avant. Il me semble, parce qu'en plus le film se passe en 2012, c'est écrit au tout début du film, parce que quand elle commence, elle fait juste un trait. Donc tu comprends que c'est plutôt le nombre de jours. Le début, Exactement. Donc en fait, elle commence à partir de là, et en fait, elle y met après un peu tout ce qu'elle fait de ses journées. Puisque tu as des dessins de bonhommes qui font du yoga. Mais elle le fait tout d'un coup, Je sais pas si elle le fait tout d'un coup, si c'est une évolution en tout cas dans le temps, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment, elle commence, et dans un plan, tu vois qu'elle fait plein de trucs. Moi, il me semble qu'elle fait tout d'un coup, parce que Roberto, il arrive, il fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tu vois, elle écrit sur les murs, et je crois pas que c'est quelque chose qu'elle fait tout au long de son séjour. Je suis pas sûr, mais je pense que Marilia, elle lui dit aujourd'hui on est tel jour. Elle sait quel jour elle est arrivée, et donc elle commence à refaire toute l'histoire. Peut-être. Pour se montrer qu'elle a rien oublié, quoi. Mais scène forte aussi, je trouve. Ouais, parce que c'est un peu le seul truc qui lui reste quelque part, tu vois. C'est voilà, tu as eu mon corps, mais tu n'auras pas mon esprit, et l'esprit, je le mets sur les murs. Mais c'est bizarre qu'elle le montre. C'est un exutoire. Ouais, mais c'est peut-être à elle sa manière de se confronter à lui directement. Parce qu'elle le sait en plus qu'elle est observée. Ouais, justement, c'est pour ça que je trouve qu'à ce moment-là, elle n'est pas très dissimulée, on va dire. Ah, clairement pas, c'est pas un acte dissimulé ce qu'elle fait. C'est clairement quelque chose pour affirmer. Pour dire, voilà, tu as eu, encore une fois, tu as eu mon corps, mais tu n'auras pas mon esprit. Ouais. Et donc un jour, il y a un de ses collègues, parce que tout ce travail qu'il fait chez lui, Roberto, il est aidé par certains de ses collègues de travail. Et un jour, l'un de ses collègues vient vers lui et lui montre une coupure de journal où on voit la tête de Vicente, qui a été apparemment enlevée. En tout cas, qui est portée disparue. Et on suit en parallèle l'histoire de la mère de Vicente qui continue à chercher son fils. Elle va à la police en lui disant mon fils, il n'est pas mort parce que tant qu'on n'a pas trouvé de corps, pour moi, il n'est pas mort. Et elle est persuadée qu'il est toujours en vie. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la maman de Vicente, je voudrais lui faire une mention spéciale quand même pour sa réplique. Alors,
il y a un mec qui rentre dans son magasin, qui lui dit « Ma femme est morte, il faudrait que je vende un peu ses habits, est-ce que ça vous va ?» Exact. Et à quoi elle lui répond « Ah, c'est bien, on n'avait rien pour les grosses. » Exact, en XXL ou je sais pas quoi, c'est vrai. Le tact espagnol, j'adore. Bref, on en revient au collègue de Roberto. Donc, ce mec-là, il va l'accuser d'avoir enlevé Vicente. Exact. Telle est la vérité. C'est vrai. Vera va arriver et va lui sauver la mise en disant, effectivement, c'est moi, Vicente, j'ai changé de sexe et c'était tout volontaire. Exact. Et donc, le mec, il n'a plus rien à dire. Non. Parce que là aussi, c'est le moment où il y a une relation de confiance qui est née entre les deux persos. Oui. Parce que justement, à partir du moment du viol, on va dire, avec Zeka, lui, il va lui dire, tu vas pouvoir sortir. Donc, elle est plus prisonnière d'une seule petite pièce. Elle va pouvoir se balader tranquillement dans le manoir et surtout se balader aussi à l'extérieur du manoir. Mais oui, on a oublié quand même un autre incident avant, quand elle était encore en lycra noir, qu'elle venait juste d'avoir son nouveau visage et qu'elle porte d'ailleurs le grand masque blanc. Le masque blanc autour de sa tête. Elle a essayé de s'échapper quand même. Oui. Sauf que apparemment sur la porte d'entrée de chez lui, il a un bip fermeture automatique. Fermeture de voiture. Ouais. Donc elle n'arrive pas à sortir et elle va se trancher la gorge. On va dire, tu vois, ta création n'est plus rien, quoi. C'est ça. Sauf qu'il va la rafistoler quand même, il va la sauver. C'est son job, parce qu'il est bon en plus. Ça le dérange pas. Il sait ce qu'il fait, quoi. La peau qu'il lui a mis, elle est robuste quand même. Exactement. Et donc oui, après tous ces souvenirs qu'on nous donne petit à petit, tu sais pas vraiment où elle en est. Il y a beaucoup de rébellions quand même. Oui, il y a eu de la rébellion avant. Mais c'est vrai que cet état-là aussi, il est important. Quand elle va voir le collègue de Roberto et qu'elle lui dit « c'est moi Vicente », elle aurait pu aussi très bien dire à ce gars-là tout et n'importe quoi pour trouver un échappatoire. Ouais, carrément. Là, à ce moment-là, j'étais convaincu de son basculement, quoi. Qu'elle était Vera, quoi. Clairement, c'est Vera. Et du coup, tu peux te dire, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, un grand syndrome de Stockholm. Ouais. Elle a accepté et du coup, il y a une relation amoureuse très malsaine entre ces deux bonhommes. Mais est-ce que c'est ça la finalité du film? En tout cas, à ce moment-là, tu peux poser la question. En plus, elle l'embrasse à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, non seulement elle lui dit « je suis Vicente », mais en plus, elle montre très clairement qu'elle est avec Roberto à partir de maintenant, quoi. Ouais. Encore une fois, ta morale, où est-ce que tu la situes? À ce moment-là du film, tu te dis « ok, il y en a un, c'est le bourreau de l'autre, l'autre, il accepte, et puis tous les deux vivent dans une harmonie de couple où ça a l'air de choquer personne. Ouais. C'est cool, quoi. Même Marilia, elle vit avec ça, c'est clean, quoi. Ça va, ça passe. » Ouais, c'est bizarre, ça aussi. Putain. Ça, c'est une autre question. Est-ce que Marilia, elle est au courant? Eh bien, je dirais non, et ça, on l'apprend à la fin du film. Ouais. Enfin, qu'en tout cas, tu comprends qu'elle ne sait pas qui est vraiment cette femme. C'est ça. Elle a débarqué, il y avait une femme là. Et ça. Lui, il dit, c'est mon travail, quoi. C'est tout. En fait, elle croit ce que nous, on croit au début, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, après ça, on va se rendre compte que, en fait, c'était juste un subterfuge. Exact, bien dissimulé. Voilà. Et qu'elle va finir par le tuer. Et elle le tue à un moment où, justement, ils sont tous les deux en pleine copulation. Oui. Et en plus, pareil, la scène, c'est « ok, d'accord, attends, j'ai acheté du lubrifiant, je reviens vite », c'est là qu'elle prend le gun. Mais encore une fois, elle s'est ouverte à lui. Ouais, sauf que il me semble que, si je comprends bien, il n'y a pas eu de pénétration, en tout cas, entre les deux. Ça, je sais pas. Parce qu'il lui dit « Ah, t'as toujours mal. » Ouais, exact. Vois, à chaque fois, il pose la question. Elle trouve toujours l'excuse du mal qu'elle ressent à cause du changement de son corps et tout ça. Ça. Peut-être. Et donc, peut-être elle trouve un peu toujours cette excuse-là pour pouvoir échapper à ce qui serait un nouveau viol, quoi, quelque part. Parce qu'elle n'est pas du tout consentante. En tout cas, dans ce qu'elle montre. Oui, dans ce qu'elle montre, non, mais dans sa tête, elle ne l'est pas. Elle clairement pas. C'est pas une femme, c'est un homme. Donc, le viol, il a déjà été fait sur le changement de corps, sur la manipulation psychologique, sur tout ça. Donc, oui, forcément. D'où, encore une fois, l'acte final qui est attends, je reviens et que je prends un flingue et je te tire dessus. Parfaitement légitime aussi, quoi. Ah bah là, oui, il a mérité ça, là. Alors, il a mérité sa balle, oui, par rapport à tout ce qu'il a fait. Oui. Pauvre homme de toute manière, parce que ce qu'il a subi, c'est quand même super dur. À quel moment, lui aussi, il a dépassé la limite? Au moment où il est rentré dans la camionnette. Moi. Voilà, exactement. À partir de là, c'était déjà trop tard. Mais ce que je veux dire par là, quelque part, il a mérité un petit peu sa vengeance. Oui, mais il la mérite, mais pas Vicente, quoi. Vicente ne mérite peut-être pas de subir tout ça, mais non, il le mérite aussi peut-être un petit peu au début. Je sais pas, cette notion de mérite, ça veut dire quoi, finalement? C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Attention, je ne cautionne rien du tout par rapport à tout ça. Ouais, mais parce que la vengeance ne résout absolument rien, au final. Clairement, le film te le montre que ça résout rien. Au contraire, ça engendre du pire et du pire et du pire. Ouais. Mais la construction de ces personnages, elle est bien faite, puisque tu as de l'empathie pour chacun et tu comprends les agissements de tous. Sauf qu'à un moment donné, à chaque fois, ça coince. Et là où ça coince, c'est quand ça commence à embrayer sur un autre perso. C'est là où c'est dur, en tant que spectateur, de te dire t'es pas d'accord avec ce qu'il fait Roberto, bien sûr.
Cela dit, tu comprends. La morale, elle est quand même chamboulée à plusieurs reprises et c'est intéressant de suivre des persos et de dire je l'aime bien, putain, je l'aime plus. Lui, je l'aimais pas, je commence à l'aimer maintenant. Et au final, tu sais pas trop comment te sortir de ce gros dilemme, quoi. Ouais. Mais bon, Roberto, il est givré, quoi. Clairement, oui. Sa folie, elle est née aussi d'une peine monstrueuse, d'une espèce de dépression, de quelque chose. Oui, mais il y a des gens qui vivent des peines et des dépressions et qui vont pas kidnapper des gens et complètement transformer leur vie jour après jour. Non seulement ça, d'ailleurs, c'est un aspect qu'on n'a pas trop relevé, mais on parlait tout à l'heure de Vicente qui subit tout ça et qui voit que voilà, il se réveille, il s'est pris une vaginoplastie comme ça. Il y a un changement qui se fait par rapport à son corps. Mais non seulement ça, mais il voit le bourreau qui est obsédé par son travail et qui commence à tomber amoureux, entre guillemets, de lui. Mais c'est horrible, c'est horrible. Parce qu'on apprend que justement, Roberto, il s'est calqué sur le modèle de sa femme décédée. Donc là aussi, tu vois, la machination du mec, elle est folle à ce niveau-là. Oui, ça va plus loin que la vengeance, en fait. C'est ça. C'est à un moment donné, sa vengeance, elle a pris une tournure, un virage qu'il n'aurait pas dû prendre. Il aurait dû appliquer sa vengeance, point barre. Là, le fait qu'il l'ait fait à l'image de son ex-femme, forcément, ça va capoter. Forcément, il va y avoir un pépin. Ah ouais. En fait, lui-même, il est complètement perdu. Mais oui, c'est ça. Autant la perte d'identité de Vicente, c'est une chose, mais lui aussi, en fait, il perd son identité. Alors, je dirais pas ça, en fait. Non. Je dirais que Vicente, oui, c'est une perte d'identité. Je dirais que pour l'autre, l'identité, il l'a plus. Il va essayer de la reconquérir. Retrouver sa vie. Ouais, il va la transformer pour qu'elle soit comme il l'avait avant. Ouais, pour que sa vie soit plus familière, quoi. Oui, pour que la personne avec qui il va vivre dans sa baraque, ce soit une entité qu'il connaît déjà. Ouais. Et donc, Vera, elle va tuer Roberto. Oui. Elle va se cacher sous le lit. Sa maman va arriver, la maman de Roberto, et elle va la tuer aussi. Exactement. Et elle meurt en disant « je le savais ». Qu'est-ce qu'elle savait ? Moi, j'ai interprété ça comme ça. Elle savait que, en fait, elle était dangereuse encore. Là où Roberto, il a complètement levé sa garde en disant « ouais, tranquille ». Tu vois, à un moment donné, elles partent, Marilia et Vera, en voiture. Oui. Marilia, elle met un flingue dans son sac à main parce qu'elle est méfiante d'elle. Et Roberto, il fait « ah, tranquille, allez-y, il n'y a pas de problème ». Lui, il croit totalement qu'elle est domestiquée, quoi. Ouais, ok, dans ce sens-là, du coup. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est je savais que... Je savais qu'il y y avait un blême. Qu'il y avait un blême, oui, mais pas qu'elle était dangereuse. Bah, qu'elle n'était pas lobotomisée, quoi. Ah, parce que pour moi, je ne pense pas que Marilia savait que Vera Cruz était Vicente. Non, ça non, elle savait pas. Mais effectivement, le fait de dire il y a une femme qui est enfermée là-haut, il y a peut-être une raison pour laquelle elle soit enfermée. Ouais. Après, le fait de dire qu'elle est folle ou pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, quand elle dit je le savais, pour moi, c'est ça. C'est très clairement je savais que t'étais pas ce que tu essaies de faire transparaître. Je savais que tu bluffais, quoi. Voilà, qu'en gros, tu bluffais. Et donc, elle va la tuer et elle va prendre la route vers là où elle travaillait, là où il travaillait avant, Vicente. Et il va retrouver sa mère et aussi Christina, cette femme avec qui il travaillait à l'époque dans le magasin. Que d'ailleurs, en plus, il essaie de la serrer à un moment donné. Il la drague un peu. Ouais, il la drague un peu et qu'elle lui dit non, moi j'aime les femmes. Ouais. Et ben voilà. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est assez drôle dans le film, c'est que quand Vera rentre dans la boutique au tout début, la première personne qui la voit, c'est Christina. Et elle la regarde pas en tant, tiens, c'est une cliente. Elle la regarde comme une femme qui est attirante et une femme qui lui plaît. Ouais. Dans son regard, tu vois qu'il y a un truc comme ça. Et qu'après, quand elle va la voir et que Vera lui dit je porte la robe dont je t'avais parlé, en te disant mais là, je suis Vicente. Là, le regard, il change. Là, elle n'est pas en train de regarder une femme peut-être qui peut lui plaire. Là, elle est en train de dire merde, putain, c'est lui, quoi. T'imagines tout ce qui te passe par la tête, là ? C'est quoi cette histoire, quoi ? Mais tu vois, ça, c'est un personnage aussi, Christina. Il est très éphémère dans le film. Ouais. On la voit à quelques instants, pas plus. Je la trouve au top, cette actrice. Carrément. Déjà, elle envoie quelque chose. Ouais. Déjà, elle dégage un truc incroyable. Mais même, tu vois, ce passage-là, tu vois que c'est une femme qui est... En plus, elle le dit par rapport à lui. Quand lui, il essaie de la draguer, qu'elle lui dit « Non, moi, j'aime les femmes », tu vois qu'elle a de l'assurance. Et que lui, il peut rien face à elle. Tu vois, il pourra jamais lui faire du mal, il pourra jamais l'atteindre. Ouais, tu vois que c'est une femme entière. Quelqu'un qui s'est déjà construite, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et puis parce que lui, tu vois, quand il dit je prends des produits, machin, donc tu vois qu'il va vers des. Il se cherche. Il force un peu. Ouais, il se cherche, mais il force aussi un peu les autres. Ouais, là, face à elle, il a aucune arme, il a rien qui peut atteindre Christina. Carrément. Donc elle est beaucoup plus balèze que lui. En plus, physiquement, elle est plus grande, elle le domine, quoi. Elle a un charisme aussi. Ouais, clairement. Et quand à la fin, ils se revoient tous les deux, Vicente, Vera et Christina, c'est pas le même regard. Quand elle pige que putain, c'est lui, t'as à la fois de la joie de le retrouver, t'as toute la colère, la peine, les machins et tout qui est en train de sortir. Toute l'histoire de sa mère qui le cherche depuis toutes ces années. C'est ça. Et après, donc, il y a l'introduction de la mère qui arrive et c'est elle qui dit regardez, c'est Vicente, quoi. Non, c'est Vera qui dit je suis Vicente à sa fille. C'est les derniers mots du film. Je suis Vicente. Autant pour moi. Et voilà, fin du film. Fin du film. Grosse claque, hein. Ouais, c'est fou, c'est fou.
franchement, je m'attendais pas du tout à Non, ça, quoi. moi non plus, mais surtout, ce que je trouve excellent dans le film, c'est la simplicité avec laquelle le film te raconte tout ça. Quand je dis simplicité, c'est pas facile. En plus, le film, il est monté d'une certaine manière, il n'est pas monté chronologiquement. Ouais. Donc, tu commences avec un moment d'histoire, tu vas dans le passé de deux personnages à deux moments différents qui se regroupent et tu continues dans le passé commun de ces deux personnages quand il y a la transformation physique et après tu reviens dans le présent. Mais malgré, tu vois, cette chronologie un peu explosée, le film, il reste clair. Parce qu'à chaque fois, la mise en scène, elle est limpide. La phase de rêve qui te ramène dans les souvenirs, les personnages que tu rencontres qui vont t'amener des moments clés du film, et tout ça construit va faire que tu vas avoir de l'intérêt, de l'empathie, de la colère, de la haine, tout ce que tu veux, des émotions donc par rapport à tel personnage et tel personnage. Ouais. Même Marilia, au final, tu te dis, pauvre femme, elle aussi, elle a vécu une histoire complexe. Vraiment quelque chose de particulier, quoi. Ouais, c'est une mère, au final, qui n'en est pas une, qui aime des enfants qui ne la reconnaissent pas comme étant leur vraie mère, quoi. Et elle en arrive à la fin à vouloir du mal à Vera. Tu vois, c'est ça qui est compliqué dans cette construction de personnage. Mais elle ne sait toujours pas exactement, elle comprend pas l'histoire de Vera. En non, mais à la fin, quand elle meurt, ben moi, j'étais pas en mode pauvre Myrilla, tu vois. À la fin, j'ai dit, bah, toi aussi, tiens, même pour ta gueule, quoi. Ouais. Tu vois, parce que toi aussi, tu fais partie de ce truc-là qui ont créé tous ces problèmes. Malgré tout le passif de cette femme, où quand elle raconte près du bras zéro à Vera, quand elle lui raconte sa vie, tu te dis, ouais, toi aussi, passé douloureux, pauvre femme. Carrément. Personnage martyr, quoi. Ouais, mais après, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans nos podcasts. On est le produit de ce qu'on a vécu dans nos vies. C'est ça. Donc, cette femme qui a perdu un enfant à la rue, qui a d'une certaine façon perdu un autre enfant à la hiérarchie, ben, quelqu'un qui a vécu ça, c'est vachement dur à comprendre. Et peut-être qu'en revoyant son parcours, c'est un peu plus facile de la pardonner parce qu'elle a vécu des trucs dramatiques. Ils sont tous dramatiques, ces personnages. Ils sont tous dramatiques. Après, leur pardonner, pas à tous. Pas pardonner, mais les comprendre en tout cas. Les comprendre, oui. Ouais. Ah, par contre, après, il y en a certains que tu excuses. Par la suite logique des choses. Mais c'est encore une fois, c'est la magie du montage. Ouais. Tout le focus, il est fait sur Vera. Forcément, Vera, c'est le personnage pour lequel tu es prêt à tout pardonner. Quand à la fin, Vincente va voir sa mère et qui dit « Je suis Vincente », tu dis « Pauvre Vincente ». Effet papillon. T'as joué au con, maintenant tu trinques, quoi. Ouais. Tu mérites pas de subir, comme personne ne mérite tout ça. Mais au début, t'es pas pour lui. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Le passé de chaque personnage te plonge dans un état d'attachement. Sauf pour Vincente. Et après, c'est la finalité de chaque personnage. Tu leur en veux à chacun des persos, sauf Vera. Tu vois, la construction des personnages, elle est inversée. Vincente, au début, c'est lui le salaud et tous les autres, ce sont les victimes. Et à la fin, Vera, c'est la victime, alors que tous les autres, ce sont des bourreaux. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, moi, la deuxième fois, je suis quand même sorti de là en disant Vincente, il méritait pas ça, quoi. Bien sûr que non. En tout cas, toi, tu dis par exemple Vera. Oui. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de Vera. Vera n'est pas là. Oui, mais peut-être que c'est aussi pour moi une manière d'accepter plus le sort de Vincente, de dire que pauvre Vera, plutôt que pauvre Vincente. La transformation, lui aussi, il l'a subi et derrière, c'est devenu une autre personne. Donc, c'est ton mécanisme qui fait que tu ne peux pas pardonner à ce mec-là, donc tu veux bien pardonner à la personne qu'il est devenu. Je me le dis maintenant. Peut-être, quelque part, tu vois, c'est plus facile pour moi d'accepter les torts de Vincente en disant pauvre Vera plutôt que pauvre Vincente. J'ai du mal à lui excuser ce qu'il a fait dans le passé, Vincente. Ouais, mais c'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, par rapport à ce qui lui est arrivé, c'est complètement disproportionné, quoi. Peut-être, mais il a fauté quelque part. Il a fauté, il a fait une faute, elle est réprimandable. Mais son châtiment était complètement disproportionné à ce qu'il a fait. Soit. Il l'a pas violée, la petite. Hein. Non, il l'a pas violée. Il l'a pas violée. Non, c'est vrai. Effectivement, il l'a frappée. Il n'aurait pas dû faire ça. Encore une fois, dans le geste qu'il porte, c'est un moment de panique et c'est pas toute la rage qu'il avait. Il n'a pas su quoi faire, il a mis une gifle et elle est tombée dans les pommes. Ouais. L'image que le film nous montre n'est pas une violence physique dure. Pas, il n'a pas continué à la tabasser alors qu'elle faisait plus rien. Voilà, exactement. Bon, le truc qui est reprochable, c'est que il l'a frappée. Il n'était pas obligé quand même. Tu vois, il aurait pu paniquer, partir en courant. Et il a continué ses petits attouchements après qu'elle soit inconsciente. C'est vrai. Ça peut être apparenté au viol et c'est réprimandable. Ça mérite punition. Oui. Ça mérite peut-être pas qu'on te vole ton identité complètement. Quoi. Mais c'est là où je parlais de principe d'effet papillon. C'est ça. S'il avait fait sur un autre personnage, peut-être que ça n'aurait pas eu. Chirurgien. Voilà, par exemple, ça n'aurait peut-être pas eu autant d'impact, autant de répercussions. Là, il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le mauvais bonhomme, quoi. Sur la mauvaise fille. C'est ça, la mauvaise fille dont le père est au final plus machiavélique que ce qu'il n'y paraissait. La morale, quelque part, c'est quoi ? Il ne faut pas faire de conneries, même si c'est une petite connerie qui peut ne pas avoir de grandes répercussions. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai. Arrête tes conneries, alors. Ben ouais. Moi, j'en fais pas des conneries. Alors moi, les idées qui sont ressorties un peu de ce film, et je trouve qu'il est fabuleux pour ça. Alors, il faut pas trop politiser la chose, tu vois. Et je veux pas trop que le podcast il soit positionné politiquement. Ok.
Mais en tout cas, sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que je t'ai demandé s'il était engagé, Almodovar. Et tu m'as dit qu'il était derrière la cause LGBT. Oui. Pour moi, ce film, c'est une ode au transgenre. Clairement, oui. Alors peut-être que j'affabule complètement, mais je me dis que les gens qui veulent transitionner, qui veulent changer de genre, pour moi, ils doivent se sentir exactement comme se sent Vera. En tout cas, c'est ça que je vois dans les témoignages que je peux lire et que je peux entendre, c'est que en fait, ils se trouvent dans le mauvais corps. C'est comme si on les avait mis là où dans le film, c'est sciemment de la part de Roberto. Ouais. Là, c'est involontairement, c'est par le fait, je ne sais pas, divin, je ne saurais pas le qualifier. Naturel, on va dire. Mais en tout cas, ils se sentent exactement comme Vera. Alors, je ne suis pas dans le corps dans lequel je devrais être. Je ne suis pas la personne que je vois dans le miroir, je ne suis pas ça. Et je trouve que, franchement, c'est vraiment beau à voir. Et je pense, même si je n'ai pas l'expérience de cette mentalité-là, j'imagine que c'est comme ça que se sentent vraiment ces gens. Et je trouve que c'est important de les écouter, en tout cas, tu vois, de les écouter et de les tolérer et qu'ils aillent chercher qui ils ont envie d'être. Même si, voilà, là, c'est, comme j'ai dit, là, c'est vraiment volontaire et c'est peut-être différent, mais je pense que le sentiment, c'est le même. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est beau à voir. Je n'avais jamais vu ça dans un autre film, une situation qui traduit si bien ce sentiment-là, je pense. C'est marrant parce que c'est quelque chose que tu peux percevoir dans le film, c'est clair. De toute façon, c'est le film met en avant ça. Après, est-ce que le film il a été fait de cette manière pour exprimer cette idée-là ? Je sais pas exactement. C'était mon idée en sortant du film, en tout cas, quoi. Le film le traduit bien, donc il n'y a aucun problème. Par contre, pour ma part, je vois aussi un truc peut-être beaucoup plus général. Le simple fait de dire qu'à un moment donné, le personnage de Vera est prisonnière d'un corps qui ne lui appartient pas. Exactement, mais ça rejoint ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que sentent les transgenres. Du coup, je vais changer ma formulation. Les gens qui sont prisonniers dans leur propre corps. Tu vois, tu peux aussi parler dans ce cas-là de maladies dégénératrices au niveau de la tête. Les gens qui ont Alzheimer, les gens qui font des AVC, des trucs comme ça, qui perdent à un moment donné des facultés motrices, ou tu te retrouves toi avec un esprit qui est conscient dans un corps où tu te dis mon corps il marche plus, ou l'inverse, tu es dans un corps qui marche avec un esprit qui ne marche plus. Donc en re-regardant le film la dernière fois, c'est aussi un truc qui m'a sauté la gueule en disant putain, c'est vrai que par rapport à l'âge, quand tu avances dans ton âge, à un moment donné, tu perds un peu la boule, tu as des trucs comme ça, et tu te dis que tu deviens prisonnier de ton corps. Et moi, c'est quelque chose qui, personnellement, m'effraie. Ouais. Tu vois, cette sensation de te dire qu'à un moment donné, ton esprit est dans un corps qui ne marche plus, ou que ton corps n'est plus habité par un esprit qui était là avant. C'est quelque chose qui m'effraie, je crois que c'est l'une de mes plus grandes peurs, en fait. Ah ouais. Qu'à un moment donné, te dire il y a une déconnexion entre le corps et l'esprit, et je trouve que c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Alors, tu préférerais que ce soit quelle partie qui dégénère d'abord ? Franchement, aucune. Mais si je dois donner une réponse, je pense que... T'imagines, c'est dur hein, quand même. Dire que tu as un esprit qui est nickel et qu'en fait ton corps marche plus, ça craint. Ouais, mais je fais le choix vite fait quand même. Moi. De quoi ? Que le corps marche et que l'esprit marche plus ? Ah non. L'inverse ? Ah, je préfère 1000 fois garder mon esprit et que le corps ne marche plus. Ouais, mais après, derrière, tu vois, il y a des trucs où tu te dis, ça, je peux plus le faire. Ouais, mais bon, je préfère pouvoir avoir des conversations avec mon fils, tu vois. Ouais. Par exemple, ou avec les gens que t'aimes. Parce que quand t'es plus là, quoi. Est-ce que ton corps, il sert à quelque chose vraiment si ton esprit, il est plus là ? Pas vraiment. Et inversement. Et non. C'est très compliqué. Les deux parce qu'à un moment donné, si t'as un corps qui est parfait, qui est au top du top, mais que t'as un esprit qui marche pas, t'es quoi ? T'es un zombie. Mais c'est ce que je dis. Ah, pardon, cette phase-là. Ouais. Mais du coup, l'autre phase, c'est pareil. Mais avoir toute ta tête, mais pas avoir ton corps, tu peux quand même avoir une relation avec les gens, quoi. T'as juste une relation orale, c'est tout. C'est pas ça, les relations ? Non, mais à un moment donné, toi, perso, les relations, c'est un fait. Ouais. Mais derrière, après, c'est ton être à toi. On est la seule personne avec laquelle on vit au quotidien H24. Ouais. Donc, à un moment donné, quand tu te retrouves face à toi-même en te disant « je suis incapable de faire quoi que ce soit », donc c'est bien de résoudre des équations quantiques, magnifique. Mais si t'es pas foutu de prendre un crayon et de le lever, putain, c'est chaud, quoi. C'est complexe, c'est vraiment une question à laquelle je préfère pas te donner de réponse. Ok, on en reste là alors. Pour tout te dire, on a dit un truc avec ma tendre à la maison, c'est si un matin je me lève et je suis un légume, tu prends le coussin, tu me le mets sur la tête, t'attends 5 minutes et voilà, quoi. Ok. T'as choisi le coussin ou pas ? Non, pas encore. C'est quoi pour ton anniversaire ? Je t'offrirai un petit coussin. Oh, j'espère qu'il sera molletonné. C'est compliqué, c'est des sujets qui sont durs à aborder. Ouais, c'est chaud. Ouais. Surtout que toi, on t'appelle papy depuis longtemps, donc... Putain, depuis des années. Mais ouais, ça ressort bien de ce film, cette notion d'être emprisonné dans ton corps. Parce que Vera, ou Vicente, il est en prison 2 fois, quoi. Non seulement il est enfermé dans sa cellule, mais il est enfermé dans son corps qu'il ne reconnaît pas, quoi. C'est ça. C'est un emprisonnement physique et psychologique. Oui, après, voilà, t'as la notion d'identité de façon générale. Est-ce que ton identité, elle est liée à ton corps ? Est-ce qu'elle est liée à ton genre ? Est-ce qu'elle est liée à tes souvenirs ? C'est ça.
ça traite de tout ça. Ça fait réfléchir, comme on dit. Vaste question. Ouais, en tout cas, film de fou. Ouais. Est-ce que je le reverrai ? Je pense pas. D'accord. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est une question que j'ai commencé à me poser à chaque film que je regarde. Okay. Donc, maintenant, j'ai commencé à écrire tous les films que je regarde, non seulement pour le podcast, mais personnellement. Et à chaque fois, je coche la petite case. Est-ce que je pense que je le reverrai un jour ? Et ben, je pense que celui-là, non, même si je l'ai beaucoup aimé. Mais je pense que je le réexplorerai pas, quoi, en tout cas. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai pris de plaisir à le revoir, justement pour le podcast. Il y avait des trucs que j'avais oubliés. Ça faisait une dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. Ouais. Et l'histoire, en fait, elle m'a autant touché que la première fois. Donc, non, l'expérience était sympa à revivre. Ouais. Bah, j'y reviendrai peut-être pour le tigre. Petite anecdote, il y a un moment donné, dans la chambre de Vera, on voit un livre qui s'appelle Un ange à ma table. Ok. Donc, c'est l'autobiographie de Janet Frame, une écrivaine néo-zélandaise, connue pour ses œuvres, romans, nouvelles, poèmes, qui explorait l'aliénation et l'isolement. Et donc, ce bouquin, il raconte sa vie, une vie très singulière. Donc, je vais te faire certaines étapes. Donc, à l'âge de 10 ans, elle perd sa sœur aînée par noyade. Elle devient institutrice malgré son envie d'écrire. Puis, après une tentative de suicide, elle est internée dans un hôpital psychiatrique, diagnostiquée à tort de schizophrénie. Et elle reste enfermée 8 ans dans cet institut et elle subit plus de 200 électrochocs. Putain, ok. Alors qu'elle a été diagnostiquée à tort. Et pendant ce séjour, elle arrive à publier son premier ouvrage, quand même, qui remporte l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses du pays, ce qui la sauve de la lobotomie qui lui était destinée. Elle sort, elle apprend plus tard qu'elle est pas schizophrène, donc, et elle part en Europe pendant 7 ans. Elle en profite pour écrire à bloc, et à son retour au pays, elle se rend compte qu'en fait, elle est célèbre en Nouvelle-Zélande. D'accord. Bref, quoi, vie de malade, quoi. Et qui a été adapté en film par Jane Campion. Le nom, comme le livre, s'appelle Un ange à ma table, qui a été fait en 1990. Donc, si jamais ça t'intéresse. Ça me parle. Voilà. Mais donc, ce livre-là apparaît dans ce film. Je pense que c'est pas anodin. L'aliénation, être enfermé. La torture médicale et la notion de suicide. Tout à fait. Ah, c'est marrant parce que Louise Bourgeois aussi a fait une tentative de suicide à la suite du décès de sa mère. Pour elle, sa mère, c'était tout. C'est la transmission, c'est l'amour, la famille, tout ce que tu veux. Ouais. À la suite de cette tentative échouée, elle s'est plongée à fond dans son taf et dans une longue psychanalyse de plus de 30 ans en rapport avec son père et des vérités qu'elle a prises sur lui bien plus tard. Donc, il y a pas mal de références qui se rapprochent dans ce film. Exactement. Et Louise Bourgeois, parce que tu connais sans le savoir, mais c'est elle qui a fait la sculpture Maman. Tu sais, l'araignée, la grande araignée. D'accord. C'est elle. Qu'on voit dans Enemy. Dans Enemy, ouais, exact. Pas la sculpture, mais l'image de la sculpture. Qui bouge et tout. Qui bouge, exact. C'est plus ou moins. Quelle image, putain. Les araignées de Louise Bourgeois. Qui, pour le coup, n'est pas l'araignée comme toi, quand tu penses à l'araignée, cet insecte tueur, voilà, tout ça. Non, en fait, pour elle, voilà, pour elle, en fait, l'araignée, c'est la tisseuse, justement, par rapport au métier que faisait sa mère. Ouais. Et du coup, ça renvoie à l'image maternelle. C'est d'ailleurs le propos du film Enemy. Oui, tout à fait. C'est ça. L'araignée qui représente la mère, ou en tout cas la femme. Exactement. Pour une image qui est très, je vais pas dire tentaculaire, mais une image qui est assez... angoissante. Ouais, je dirais plutôt le côté négatif de la chose. Il faudrait que je re-regarde Enemy, mais en gros, c'est ça, c'est la... Oui, c'est cette notion d'être prise dans sa toile. C'est ça, voilà. Ouais, d'être collante. C'est ça, tu as quelque chose autour de toi qui est très... J'ai pas le mot qui me vient à la tête. Qui a l'emprise sur toi. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. Du coup, pour Louise Bourgeois, la mère, en fait, c'est tout autre chose. La tisseuse, les pattes très longues comme les aiguilles, machin, c'est tout. C'est magnifique. Toute une image qui renvoie à l'image maternelle. D'ailleurs, si les auditeurs nous écoutent et n'ont pas vu Enemy, regardez-le. Je vous le conseille. Vous allez ressortir avec pas mal de questions. Est-ce qu'on a fait le tour, mon ami Seb ? Je dirais que oui. Bah, merci pour ce film. C'était top. Ouais, c'est un bon film. Yes. Ça fait plaisir de regarder du cinéma espagnol. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas le genre de cinéma en plus dont on a l'habitude de. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude de le regarder, mais c'est pas qu'il est distribué aussi facilement que le reste du cinéma américain. Et ouais, il y a de sacrés bons films qui sont faits pas trop loin de chez nous avec de sacrés réalisateurs. On en a parlé rapidement. Pour moi, Alex de la Iglesia, c'est l'un des meilleurs en ce moment européens. Il fait des trucs de fou. Il n'a pas fait 50 milliards de films, mais à chaque film qu'il a fait des trucs incroyables. Et pareil, Almodovar, il fait des films beaucoup plus humains. De la Iglesia, il part dans tous les sens. Ça vrille, t'as des omblards, t'as des clowns tueurs, enfin, t'as des clowns qui se tapent sur la gueule, t'as des fous, c'est des comédies, des westerns, des films d'horreur, c'est tout mélangé. Lui, Almodovar, c'est beaucoup plus social, c'est des problématiques beaucoup plus humaines, à une échelle plus humaine, on va dire. Ouais. Et qui touchent tout autant. Donc ouais, sacré bon réalisateur aussi. Yes. On passe au film de la prochaine fois ? Mais ouais, mec, je suis chaud, là. Cinéma anonyme. Donc, pour notre prochain swap,
Bon, même s'il n'y a pas de changement littéral de peau, contrairement aux 2 films qu'on a traités dernièrement, on va quand même continuer à traiter, entre autres, le thème de l'identité. D'accord. Donc, c'est un film américain de 2024. Oh! Tout récent. D'accord. Ça change un peu pour le swap. D'habitude, on va chercher un peu plus loin. Vas-y, Substance. Non. Ah, on aurait pu. On aurait pu, mais bon, là, c'était trop semblable. D'accord. Le réalisateur, c'est Sean Baker et le film s'appelle Anora. Ah, ok. Le film dont tout le monde parle en ce moment. Bah ouais, il a quand même gagné l'Oscar. Exact, il a eu l'Oscar. La distribution, entre autres, c'est Mikey Madison, Paul Weissman et Mark Eidelstein. Ok. Alors, je l'ai vu assez récemment, forcément. Et je pense que c'est un film qu'on peut explorer ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et j'ai hâte de le faire avec toi. Ok. Et donc, on revient très vite avec un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur YouTube, Facebook, Instagram ou par mail à l'adresse podcast@cinemanonyme.com. Et pour nous parler un peu plus directement, retrouvez-nous sur Discord. Tous les détails sont dans la description. En attendant, portez-vous bien. On vous dit à la semaine prochaine. Et ça se prononce LDCO.